Bonsoir à tous et bienvenue sur cette cinquième journée, cinquième rencontre de la semaine de la cohésion. Donc, je suis Michael Jacques, co-dirigeant de la société Self-Care Success, spécialiste du management de crise et de la cohésion des équipes. Vous êtes actuellement en live sur notre chaîne YouTube Self-Care Success où je vous invite à vous abonner, à liker, à partager en masse pour partager notre message de cohésion. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien rater. Vous pouvez nous suivre également en live sur mon profil Facebook Michael Jacques et sur la page Self-Care Success sur Facebook. Ce soir, nous allons aborder un thème qui nous tient tous particulièrement à cœur, qui est la famille et plus particulièrement donc la cohésion familiale qui permet le développement de tout bon business. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Amélie, la dirigeante et fondatrice de Famille Épanouie. Bonsoir Amélie. Bonsoir Mickaël, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà. Alors pour la petite histoire, Amélie est actuellement au Costa Rica, donc si un petit décalage, c'est dû à la distance. Ne soyez pas jaloux de son teint allé. Elle a mérité son séjour là-bas avec son mari et ses enfants. Donc Amélie, explique-nous un petit peu ce qu'est Famille Épanouie et d'où ça vient. Alors, Famille épanouie, c'est une longue histoire qui prend sa source dans une histoire qui n'a rien à voir. Avec Fabien, donc aujourd'hui mon mari, depuis 2010, on s'est rencontrés sur les bancs de l'université et très rapidement, en fait, on a eu ce projet de monter notre entreprise. On avait vraiment on était porteurs de ce même projet. Donc, on a fait nos études de commerce, on a validé voilà notre école de commerce, on a travaillé pendant 2 ans à peu près en région parisienne. Enfin, sur Paris même d'ailleurs. Et puis, au bout de 2 ans, on s'est dit: «C'est bon, je crois qu'en fait, on arrivera enfin, on a assez d'expérience, lançons-nous». En fait, on voyait pas comment on pourrait avoir plus d'expérience, on voyait pas on s'est dit: «Mais à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est passer à l'action et puis on verra». Donc on est revenu en Anjou, notre région d'origine et on a créé une société, donc un site e-commerce sur, la vente de matériel photo réflexe numérique. Donc on était sur le marché de niche du réflexe numérique. On a tenu ainsi pendant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans même. Et puis, il y a Arthur qui est arrivé entre-temps, notre premier enfant en 2012. Donc nous, on a lancé notre site e-commerce en 2010. Donc 2 ans après, il y a eu Arthur qui est arrivé. Et là, en fait, il y a eu un décalage entre notre projet professionnel et notre projet familial. Parce que la maternité a éveillé énormément de choses chez moi, des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Heu, Clairement, hein, avant d'avoir des enfants, j'imaginais que mes enfants, iraient chez la nourrice, iraient à la crèche, peu importe, ou à la MAM, peu importe. Ensuite, qu'ils iraient à l'école et que voilà, on continuerait un petit peu notre petit bonhomme de chemin de cette manière-là. Sauf qu'à la naissance d'Arthur, il s'est passé quelque chose, un lien d'attachement très, très fort. Je ne me suis absolument pas projetée dans le fait de me séparer de mon enfant. C'était inconcevable pour moi que quelqu'un d'autre que moi le garde. Et donc à partir de ce moment-là, alors comme on avait notre entreprise, c'était possible de le faire puisqu'on était nos propres patrons et que D'autant Arthur ne plus que vous dérangeait bossiez à personne. domicile. Voilà, c'est ça, on était à domicile, donc ça ne dérangeait évidemment personne qu'Arthur soit là, hormis moi, parce que c'était compliqué de pouvoir faire mon travail dans de bonnes conditions. On était vraiment on avait calqué un modèle d'entreprise voilà, sur n'importe quelle PME. Donc forcément, avec des horaires quand même de bureau, avec une clientèle à gérer, pas en présentiel, mais fallait avoir les clients au téléphone ou voilà, enfin il y avait des choses à gérer. Plus tout l'aspect logistique bien évidemment. Et on a tenu comme ça, j'ai envie de dire, on a un petit peu serré les dents, voilà, on s'est accroché. Mais à la naissance de Gaspard, donc 2 ans et demi après, en 2015, ça a été beaucoup plus compliqué à gérer. Là, pour le coup, avec 2 enfants, continuer ce mode de vie-là, ce n'était plus possible. Et avec Fabien, on s'est posé beaucoup de questions, hein, on a mis beaucoup de choses sur la table. Est-ce qu'il fallait retourner à des travails salariés? Moi, pour le coup, je ne me voyais toujours pas me séparer de mes enfants, donc j'ai envisagé d'être assistante maternelle pour pouvoir garder d'autres enfants plus les miens. Donc Fabien Oui. qui retournerait, voilà, qui lui, il était spécialisé dans le marketing, donc il aurait très bien pu trouver un job dans une boîte dans le marketing, mais c'est pas quelque chose qui nous faisait vibrer. Le projet a été très très vite abandonné parce que on ne se voyait absolument pas avoir un patron, enfin en tout cas voilà, un boss, rendre des comptes, se plier aux horaires de boulot.
c'était pas pour nous. On s'est dit, on ne s'épanouira pas là-dedans, et le but quand même, c'est de s'épanouir. Et c'est à ce moment-là que, d'ailleurs, parce qu'en fait, Fabien, en fait, à la base, suivait quelqu'un. Enfin, d'ailleurs, c'est Cédric Anissette. Je sais pas si toi tu connais Cédric Anissette. Personnellement, non. Non, non, Élodie mais doit tu connaître. connais. Ouais. Mais du coup, Cédric Anissette, en fait, c'était un blogueur, un youtubeur qui faisait des vidéos sur le paléolithique, enfin sur le paléo, sur l'alimentation paléo. Et en fait, comme Fabien était à fond sur ce genre d'alimentation-là, parce que voilà, c'était l'alimentation saine, équilibrée, etc., il le suivait. Et puis un jour, Cédric Anissette a été interviewé par un gars qui s'appelait Olivier Roland, et qui expliquait comment monter un business en partant de nos passions. Et Fabien a fait waouh, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse nous aussi. Et donc là, on s'est dit ok, le sujet qui nous fait le plus vibrer dans notre vie aujourd'hui, bah forcément c'est la parentalité, hein, puisque c'est autour de ça qu'on a tout condensé. Et donc on s'est dit ok, on va ouvrir un blog, et puis tu vas commencer à toi, Amélie, à parler de toutes les problématiques que tu as rencontrées et comment tu les as dépassées. Et ok, c'était parti. Donc du coup, on a abandonné notre site e-commerce complètement, parce que de toute façon, ça ne nous animait plus. On a tapé dans nos petites économies pour substituer quelques mois. Et voilà, et on a créé Famille Épanouie. Alors pourquoi Famille Épanouie? Tout simplement parce que c'était notre focus. On voulait être une famille épanouie. On cherchait les moyens, les ressources, les outils, les concepts qui nous permettraient de devenir une famille épanouie. Et voilà. Et donc, j'ai commencé l'aventure du blogging, puis on a ouvert la chaîne YouTube, et puis on a commencé à créer des programmes, des formations, des ateliers pour aider les parents plus en profondeur sur les problématiques qu'ils avaient. Alors, au début, c'était évidemment des problématiques très simples, hein. C'est-à-dire, on avait le sommeil de l'enfant, les activités pour les enfants, le développement de l'enfant, comment créer un environnement dédié à l'enfant, les crises aussi, parce que c'était des problèmes très récurrents chez nous. Donc forcément, voilà, tous ces ateliers ont pris forme. Et puis aujourd'hui, bah voilà, ça fait depuis 2015, hein, donc ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant que tout ça est ouvert. Et donc, du coup, on a des programmes plus aboutis, plus de développement personnel et d'épanouissement, en lien toujours, évidemment, avec cette parentalité, notamment le programme Maman épanouie. Et là, au mois de février, on a notamment lancé aussi Famille épanouie plus, qui est un abonnement avec les meilleurs outils, les meilleures ressources pour pouvoir accompagner sa famille au quotidien. Là, on est plus sur l'aspect famille, l'aspect fratrie, pour le coup, puisque ça nous parle aussi plus aujourd'hui, hein. Les problèmes de sommeil, on les a de moins en moins, les crises aussi, enfin, quoique, on les a toujours. Mais je veux dire, ça pèse, c'est normal. Il y a des choses qu'on ne peut pas enlever de toute façon, hein. Il faut bien avoir conscience que même avec les meilleurs outils, à un moment, nos enfants sont aussi traversés par leurs émotions. Donc, on ne pourra jamais tout enlever, tout supprimer. Et puis, ce ne serait pas forcément sain d'ailleurs, hein, puisque les colères sont des émotions reptiliennes qui nous envoient des signaux qui sont très intéressantes à observer et à prendre en compte, toujours évidemment dans l'optique d'avancer, d'évoluer. Donc voilà comment on en est arrivé là. Et puis Constance nous a rejoints en 2017. Et puis voilà, on a continué notre bonhomme de chemin, parce que cette façon de travailler correspondait à chaque membre de la famille et permettait aussi, je tiens à le préciser, à chaque membre de la famille de trouver sa place et de ne pas venir perturber le rythme des uns et des autres. Donc voilà comment Alors, on a ça, trouvé cette cohésion familiale. Alors c'est une organisation, je suppose, drastique, parce qu'en plus, en plus de cette société, de ces coachings et accompagnements des parents, vous êtes mis en IEF, ou plus exactement Oui, en unschooling, et vous êtes des globetrotters. c'est ça. Vous bougez beaucoup avec les enfants, donc c'est C'est là ça. du coup que cette fameuse cohésion dont tu parlais à l'instant prend tout son sens et prend toute sa valeur. Ouais, alors donc l'instruction en famille, c'est quelque chose que nous avons toujours fait, puisque le but était justement d'intégrer nos enfants dans notre projet professionnel, dans notre projet de vie. En fait, si tu veux, le projet de professionnel, on peut lui donner un nom parce que ça va parler à beaucoup, mais finalement, nous, c'est un projet de vie. On parle pas de projet professionnel entre nous, c'est le projet de vie. Le projet de vie, c'est de pouvoir vivre tous ensemble et d'être autonome financièrement. C'est ça qui est intéressant, et de pouvoir réaliser nos rêves. Nos rêves, c'est notamment de pouvoir voyager en famille. C'est quelque chose qui nous fait vibrer, c'est quelque chose qui nous parle, c'est quelque chose qui nous inspire aussi énormément. Moi, c'est quelque chose qui me dynamise. Je suis très aventurière dans l'âme,
et j'ai besoin de ce mouvement. J'ai du mal à rester même ici plus qu'une semaine au même endroit parce que à nouveau j'ai besoin d'aller vers l'inconnu, d'aller vers les choses que je ne connais pas, de vivre cette aventure. Tu vois, là tout à l'heure, donc on parle là tout à l'heure de cet endroit. On n'a pas encore de nuit réservée pour le coup. Là, je prends encore de plus en plus la confiance. Avant, en général, je réservais toujours les 4 premières nuits. Et ben là, on part et on n'a rien du tout. Alors, c'est aussi possible parce que en ce moment, il y a très très peu de gens qui voyagent. Hein, donc, il y a beaucoup aussi d'opportunités d'hôtels. Les hôtels sont très vides ici. Donc, forcément, ça permet de faire ça. Si c'était en temps normal, je pense que j'aurais quand même assuré les arrières en réservant encore une fois mes 4 prochaines nuits. Peut-être voir plus même. C'est le double effet Covid en fait. C'est ça. Il y a un effet positif, en tout cas pour les touristes, c'est qu'en effet, il y a très très peu de monde qui voyage en ce moment, et donc forcément, c'est un peu plus facile de vivre un petit peu au jour le jour. Qu'est-ce que je disais avant pour ça? J'ai perdu mon fil, Que du tu coup. disais tout à l'heure que tu n'avais pas encore réservé, que tu étais, Oui, en mode aventurière. voilà. C'est ça. Et donc, du coup, ça devient possible. Oui, voilà, sur l'instruction en famille. Donc, parce que évidemment, le fait de voyager, c'est possible puisqu'il y a l'instruction en famille, ce qui fait que nos enfants ne sont pas scolarisés. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est que nous, en fait, l'idée, c'était vraiment de ne pas mettre les enfants à l'école. Alors, on a quand même essayé. Je tiens à le préciser. On a essayé là au mois de septembre de scolariser les enfants. On les a mis 6 semaines. Donc, voilà, du 1er septembre jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et ça n'a pas été concluant. Le rythme n'a pas été. Les enfants ne se sont pas épanouis. Alors j'ai envie de dire sur nos 3 enfants, Gaspard, notre deuxième enfant, aurait peut-être pu s'acclimater à l'école parce qu'il avait une enseignante qui était vraiment extraordinaire. Alors je dis pas que les 2 autres n'avaient pas des instituteurs et des institutrices extraordinaires. C'est juste que leur tempérament fait que voilà, ça passait pas. Arthur aussi a une nature beaucoup plus réservée, une nature beaucoup plus. Il est dans la recherche, dans la réflexion, et il aime prendre le temps. En fait, il aime avoir le temps. À l'école, évidemment, quand il y a 30 personnes, hein, il y a aussi cette cohésion que la maîtresse doit assurer. Hein. Et quand on parle de cohésion, on parle de ça parce que moi, je suis allée voir sa maîtresse plusieurs fois, et elle m'a dit, parce que je lui ai dit, Arthur est lent, Arthur a besoin de temps pour implémenter les choses, pour intégrer les choses. Il ne connaît pas en plus ce rythme scolaire, donc c'est tout nouveau pour lui. Il arrive dans un groupe où il y a 30 personnes. Une nouvelle cohésion finalement pour lui à laquelle il faut s'adapter. Et elle m'a bien dit, oui, mais je sais bien, mais moi je dois aussi maintenir la cohésion du groupe, et je ne peux pas me permettre qu'un enfant ne suive pas en fait le rythme du groupe classe. Bon, très bien, ok, j'avais bien pris note de ce qu'elle me disait, mais pour le coup, c'était pas compatible avec les besoins d'Arthur, avec ce qui était possible. Donc on les a tous les 3 retirés donc aux vacances de la Toussaint. En plus, ça devenait compliqué parce que après les vacances de la Toussaint, il y a eu cette histoire de masque à porter en permanence. Donc Arthur était impacté par ce port du masque. Il n'avait pas envie de porter le masque. Gaspard et Constance n'étaient pas impactés, mais Gaspard étant dans une classe à double niveau, tous les enfants de CP auraient porté le masque. Donc voilà, je trouvais ça très compliqué. Du coup, pour le coup, ce projet se faisait plus du tout dans les conditions dans lesquelles on les avait envisagés au départ. Donc on s'est dit, on va pas forcer la machine, ça leur convient pas. Peut-être qu'il en effet, il aurait fallu plus de temps pour que ça aille, mais en même temps, les conditions ne sont plus les mêmes que celles du départ. Donc on arrête tout et on revient en unschooling. Donc on les a remis évidemment en instruction en famille, évidemment, donc à la suite des vacances de la Toussaint. Et puis voilà. Et puis on est bien comme ça, et ce qui nous a permis notamment de reprendre la route. Et voilà. Donc pour voyager comme ça ensemble, travailler, faire l'instruction en famille, ça demande bien sûr beaucoup d'organisation. Mais j'ai envie de dire, ce qui prime dans l'organisation, c'est tout justement le respect des rythmes de chacun. C'est ça qui est important. Pour que ça fonctionne dans un foyer, dans une famille, ce que j'ai observé, c'est ce respect des rythmes de chacun. C'est que on est 2 adultes dans notre famille, 3 enfants, et que nous 2, en tant qu'adultes, on n'a déjà pas les mêmes rythmes forcément, et que nos 3 enfants n'ont pas forcément les mêmes rythmes non plus. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec 5 individus qui vivent ensemble, mais qui n'ont pas les mêmes rythmes. Et pour que ça fonctionne dans n'importe quel foyer, en dehors du voyage, en dehors de l'instruction en famille, j'ai envie de dire, on peut travailler, avoir un boulot salarié et avoir des enfants scolarisés,
et avoir des gros problèmes de cohésion familiale malgré tout. C'est ça. Parce que ce qui va vraiment jouer sur cette cohésion familiale, c'est avoir conscience qu'on est sur des rythmes différents, des rythmes de développement différents, des rythmes de compréhension différents, tout un tas de rythmes différents, et que c'est très très important, des rythmes de vie différents, voilà, tout un tas de rythmes différents. Et ce qui va permettre que ça fonctionne ensemble, qu'il y ait cette fameuse cohésion, c'est qu'on ne se juge pas les uns envers les autres sur ces fameux rythmes, et que chacun, en fait, respecte le rythme des autres. Ça, c'est très, très important. C'est un des piliers, pour nous, qui est le plus important pour que ça fonctionne ensemble. À partir du moment où quelqu'un va imposer que l'on suive son rythme, ça ne pourra plus fonctionner. Les autres membres du foyer vont être en souffrance. Enfin, quand je dis souffrance, c'est pas forcément une grosse souffrance, hein, il y a différents degrés de souffrance, mais il va y avoir quelque chose qui ne va pas pouvoir être tenu sur le long terme. Il peut parfois, allez, on doit se dépêcher parce qu'il y a un horaire à respecter, ok, ça va marcher comme ça, mais ça doit être temporaire. Ça ne peut pas être indéfini. Pour que ça fonctionne sur le long terme, il faut prendre en compte les différents. C'est très important. Ah, petite coupure réseau. On n'a pas entendu la fin de ta phrase, Amélie. Je disais que pour tenir, que quand on impose un rythme, par exemple, parce que voilà, ça va être, on va avoir un rendez-vous, il va falloir presser un petit peu tout le monde, ça va pouvoir fonctionner temporairement, mais que si on veut une cohésion familiale sereine, épanouie sur le long terme, il faut pouvoir prendre en compte les rythmes de chacun et respecter ces rythmes-là. Alors c'est très intéressant parce qu'au fur et à mesure de la semaine, on a parlé donc de cohésion dans différents domaines, que ce soit donc le sport, l'armée, l'insertion, l'entreprise. Il y a quelque chose qui revenait régulièrement, c'était le fait de se mettre justement au même niveau, au même rythme que notamment à l'armée, ce qu'on m'a toujours appris moi quand j'étais militaire, de se mettre au rythme du plus lent. Pas forcément de façon péjorative, mais justement pour l'accompagner et pour garder cette cohésion. Donc je suppose qu'en famille, c'est un peu pareil, on respecte le rythme de chacun, mais justement sans presser celui qui est un petit peu plus traîne la patte, qui préfère et qui est un petit peu accroché à son édredon. Voilà. Chose qu'il faudrait que j'explique à mon fils, parce que lui, il se lève à 6 h le matin, et quand il est debout, il faut que tout le monde se lève. Mais ah oui. ça, c'est autre chose. C'est ça. C'est par exemple, oui, quand on, par exemple, on va faire une balade avec les enfants, n'importe quelle famille qui va faire une balade avec les enfants, en général, les enfants n'aiment pas être debout, n'aiment pas marcher. Moi, je vois beaucoup, même chez nous, quand on est chez nous, je me promène avec les enfants. Les enfants peut-être vont être en vélo, parfois à pied, ça dépend. Je vois beaucoup d'enfants qui sont en poussette. Tout simplement parce qu'en fait, ce qui va se passer, le décalage qui va se créer, pourquoi est-ce que ces enfants ne marchent pas? Il faut savoir que les enfants peuvent marcher, ils ont des grandes capacités, ils peuvent tenir le rythme beaucoup plus que l'adulte ne peut l'imaginer. Pas plus que l'adulte, parce que forcément, on a des capacités sur le long terme qu'on va pouvoir développer. Mais en tout cas, les enfants peuvent marcher, les enfants peuvent faire des efforts. Par contre, le seul effort qu'il faut faire, nous, en tant qu'adultes, c'est en effet mettre son pas sur celui du plus petit. Parce qu'il est évident que l'enfant ne pourra pas marcher à notre rythme. Et pourquoi les enfants aujourd'hui, par exemple, si on prend cet exemple de balade, la balade dominicale ou peu importe quelle balade, les enfants, on les met dans les poussettes parce que c'est la solution de facilité pour l'adulte pour pouvoir conserver son rythme. Parce qu'évidemment que c'est plus facile d'avancer à son rythme. C'est beaucoup plus dur de se mettre au rythme de l'enfant. Parce que peut-être qu'on ne pourra pas faire la boucle qu'on avait prévue. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de faire tout ce qu'on avait prévu. Voilà, il va y avoir tout un tas de désagréments que ça va apporter parce qu'on va se dire on va pas avoir le temps de faire les choses comme on les avait prévues. Et moi, je sais que quand je sors avec les enfants, déjà, nous, on n'a jamais eu de poussette. Alors oui, on a des porte-bébés, évidemment, pour les porter quand ils sont fatigués, à un moment, notamment les plus petits, la plus petite maintenant. Mais ce qui est important, c'est évidemment de se calquer sur le rythme du plus petit, parce que c'est lui qui va pouvoir insuffler la cadence. Il ne pourra pas aller au-delà de ses capacités physiques. Mais par contre, quand on est à la maison, quand on est dans son rythme, évidemment, on peut pas toujours être sur le rythme du plus petit, parce que sinon, ça serait pas viable non plus pour les parents. Il faut savoir que, nous, on envisage la famille comme ça. Il y a cette cohésion
où on est ce noyau, mais dans ce noyau aussi, on est des petits électrons libres. Et donc c'est important que le rythme des uns des autres n'empiète pas sur celui des uns et des autres. Par exemple, moi, je sais que le matin, depuis un peu plus de 6 mois maintenant, je fais un Miracle Morning. Donc, je me lève plus tôt que tout le monde. Parfois, les enfants se réveillent. Par contre, la règle, c'est de ne pas venir me solliciter parce que j'ai besoin de ce moment-là pour moi. Et là, je demande à tout le monde de respecter aussi mon rythme, mon besoin de silence, mon besoin de faire ce que j'ai besoin de faire, en tout cas, mon besoin de non-sollicitation. Ouais, c'est un moment privilégié. Effectivement, je le vois avec Elodie qui comme toi, fait ses routines le matin. C'est très compliqué de faire comprendre aux enfants que voilà, quand maman ou quand papa est en train de faire ses routines, de faire quelque chose pour lui, pour son développement personnel ou pour le travail, c'est un moment où il faut savoir s'occuper tout seul et attendre. Voilà, c'est surtout le fait d'attendre, je pense, qui est compliqué pour les enfants, surtout à un certain âge. Moi, les miens ont 8 et 4. La grande arrive à se débrouiller, arrive à comprendre, ça c'est pas un problème. Mais alors, le petit dernier à 4 ans, qui est une vraie pile électrique, lui, dès qu'il est levé, comme je le disais avant, il faut que tout le monde soit levé. Et puis dès qu'il est levé, son premier job, c'est de foncer dans le bureau, voir maman, même si elle est en méditation, même si. Donc c'est voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas évident, mais qui se met en place petit à petit, à bout de patience, parce que la patience est aussi un moteur fondamental pour cette cohésion familiale. Mm. Alors c'est intéressant, oui, c'est cette patience parce que tu dis que les enfants n'aiment pas attendre, mais les adultes non plus n'aiment pas attendre. Donc il y a un moment, il Non. faut justement trouver le rythme pour accompagner l'enfant et ne pas être dans l'attente parce que ça peut être très long, mais l'accompagner. Par exemple, moi, si le matin, je devais attendre que mes enfants ne viennent pas me solliciter, je pourrais attendre longtemps. Parce que peut-être que oui, peut-être que dans 2-3 ans, ils iront directement sur des activités et ne viendront pas me voir quand ils se lèvent. Mais je ne peux pas attendre parce que j'en ai besoin maintenant. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment, c'est très important de faire respecter aussi le rythme à chacun. Il y a un moment, quand il y en a un qui se lève chez nous, ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent. J'ai même envie de dire, ils se couchent à l'heure qu'ils veulent, sauf que on a fait en sorte que le rythme tombe pour tout le monde pareil. Ça parce que c'était important, c'était aussi par rapport à mon rythme. Pour moi, j'avais besoin que les 3 enfants se couchent en même temps. Donc aujourd'hui, c'est quasiment le cas. Arthur, en général, se couche un tout petit peu plus tard parce qu'il lit un petit peu, mais ça reste des moments de silence qui sont où chacun est dans sa petite bulle. Mais c'est très très important que tout le monde soit respecté pour garder cette cohésion. Moi, par exemple, si les enfants venaient me solliciter pendant mon Miracle Morning, je ne me sentirais pas respectée. Et ça, je ne peux pas attendre qu'ils aient l'âge pour comprendre que je dois être respectée. Il faut leur faire comprendre que c'est important pour moi. Et il faut leur faire comprendre que le respect, c'est tout de suite et maintenant que j'en ai besoin. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille énormément avec les enfants parce que c'est pas concevable qu'ils viennent nous gêner, qu'ils viennent nous déranger. Nous, on travaille aussi à la maison, on a du temps où on doit travailler, les enfants ne peuvent pas venir nous solliciter. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils nous sollicitent jamais, parce que des fois, il y a des urgences, évidemment. Hein. On a quand même des enfants qui sont petits, hein, ils ont 3, 5 et 8 ans, bientôt 4 et bientôt 6, et 8 ans et demi. Mais on ne peut pas être en permanence sollicité. On ne peut pas être en permanence coupé, interrompu. Donc ça, il faut leur apprendre. Et ça passe par une phase d'apprentissage. Donc au lieu d'attendre, moi, j'utilise ces moments-là pour les accompagner à me respecter. Et Fabien fait de même avec les enfants. On s'accompagne dans ce respect. On n'est pas dans ces phases d'attente. On n'attend pas qu'un beau jour, ça y est, ça soit fini. On travaille avec eux sur l'instant présent pour pouvoir arriver à ce que justement cette cohésion familiale elle fonctionne. Parce qu'à partir du moment où de toute façon quelqu'un ne se sent pas respecté dans le noyau familial, ça ne pourra pas durer. Ça durera le temps que la personne s'épuise, j'ai envie de dire. Mais quand elle sera arrivée au bout, ça sera fini, ça pètera, ça sera plus possible, ça explosera. Oui, parce que c'est tout aussi difficile pour un adulte que pour un enfant de gérer cette frustration justement
de non-respect ou d'attente, justement. Alors, tout à l'heure, on parlait, quand tu parlais de la balade, le fait que les gens mettent les enfants en poussette pour avoir le temps de faire tout ce qu'ils avaient prévu de faire, c'est tout simplement parce que ces mêmes personnes-là ont du mal à gérer la frustration du fait de ne pas aboutir à ce qu'ils avaient prévu. C'est Donc ça. là, c'est pareil dans ton Miracle Morning, dans les routines qu'on met en place le matin, c'est exactement la même chose. C'est ça. Mais il y a une astuce très simple, hein, pour éviter cette frustration, c'est éviter d'avoir un but, éviter d'avoir un objectif très précis. Et c'est vrai que nous, comme on intègre nos 3 enfants dans notre projet de vie, bah, les objectifs, on en a bien sûr, mais on ne se met pas des objectifs hyper, en termes de temps, en termes de conceptualisation, c'est pas hyper rigide parce qu'on sait qu'avec nos 3 jeunes enfants, il nous faudra peut-être plus de temps pour aboutir à certaines choses. Mais c'est OK parce que nos enfants font partie intégrante de ce projet de vie. Chose qu'on n'a pas quand on n'a pas d'enfants, quand ils sont gardés, et peut-être qu'on irait beaucoup plus vite sur certains projets professionnels si nos enfants n'étaient pas avec nous tout le temps. Sauf que nous avons choisi ce projet de vie. Donc on accepte aussi la règle du jeu qui est d'intégrer le rythme des enfants dans ce projet de vie. Alors nous, c'est vrai qu'au niveau, là, je me livre un petit peu. Au niveau de l'entreprise, nous, quand on a créé l'entreprise Selfcare Success avec Elodie, les enfants étaient scolarisés. Et puis, Covid est arrivé là-dessus. Confinement, port du masque, tout ça. Et nous, voilà, nous, c'est en septembre, en fait, c'est à la rentrée qu'on a décidé de les mettre en IEF. Donc, on a aussi des enfants à la maison. On développe le business avec deux petits anges, enfin mi-ange, mi-démon à la maison, voilà, qui essayent aussi d'apprendre, ou plus exactement de désapprendre le rythme scolaire, voilà. Et c'est pas toujours évident de mettre en place tout ce qui doit être fait, puisqu'il y a quand même des choses qui doivent être faites pour l'instruction. Voilà, quand les enfants justement ont toujours connu le rythme scolaire, ont toujours là en l'occurrence le petit était moins impacté en maternelle, mais la grande qui était en CE2, qui est rentrée en CE2, donc qui était elle impactée par le masque, euh, voilà, ça lui créait des angoisses, vraiment des angoisses avec apparition de TOC. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment décidé de la retirer. Et maintenant, alors on y est arrivé aujourd'hui, mais au début, c'était compliqué pour elle de comprendre que le fait d'être retirée de l'école, elle n'était pas en vacances. Donc on les laisse vivre à leur rythme, eux aussi. Il faut qu'on arrive à faire comprendre aux petits derniers que nous aussi on a notre rythme et qu'à 6 heures du matin, tout le monde n'est pas pump up. Et la grande, elle, se lève, lit tard le soir, elle adore lire, c'est une dévoreuse de livres. Donc elle lit jusqu'à facilement 10 heures le soir, 10 heures, 10 heures et demie. Des fois même beaucoup plus tard si elle rallume la lumière une fois qu'on est sorti de la chambre. Mais du coup, le matin, elle se lève, il est 8h30, 9h, mais c'est son rythme. Si on l'a, les rares fois où on a dû la lever plus tôt, la journée se passait pas bien. Alors que là, effectivement, en respectant ce rythme, en respectant le fait qu'elle préfère lire tard le soir et se lever un petit peu plus tard le matin, la journée se passe beaucoup mieux. Ouais. C'est ça aussi qui est important, c'est donc évidemment de respecter ce rythme, mais aussi pour que ça se mette en place, ça peut laisser du temps. Tu vois, quand je vois ton exemple, Michael, depuis septembre, donc il y a eu un gros changement de rythme, en général pour toute la famille. Il va vous falloir du temps pour trouver aussi cette cohésion familiale, cette harmonie dans laquelle chacun va trouver sa place. Nous, on va dire que ça a été différent parce que ça a toujours été comme ça. Donc finalement, ça a été très organique. Mais par contre, je vois bien que quand il y a une nouveauté, par exemple, notamment, tu vois, par exemple, quand on avait fait l'école, hein, tout simplement, il a fallu du temps pour qu'on trouve notre rythme. D'ailleurs, au bout de 6 semaines, on n'avait pas trouvé le rythme. C'était encore en tâtonnement. Et je crois aussi que, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est très important de se laisser le temps aussi de trouver son rythme. C'est pas quelque chose, ça se travaille au quotidien. C'est vraiment un travail de fond.
C'est vraiment un travail qu'on va faire ensemble, qu'on va construire ensemble. Et donc là, quand on peut m'entendre, on se dit ah c'est cool, ça a l'air facile, ça a l'air bien, ça a l'air génial, ça marche, ça roule. Oui, mais attention, ça a été, enfin et d'ailleurs c'est toujours un travail de fond qu'on fait perpétuellement. On ne lâche rien, on reste constant dans ce travail de fond. Et c'est aussi pour ça que ça marche, parce qu'il y a une constance, il y a la constance de nos actions qui font que ça continue de se développer et que ça continue d'aller dans le bon sens. Et ça, faut vraiment en avoir conscience. Donc, faut pas culpabiliser, faut pas se sentir frustré parce qu'il y a des jours où ça roule pas bien. Chez nous aussi, je rassure tout le monde, il y a des jours où ça roule pas, il y a des jours où on est plus fatigué. Il suffit qu'il y en ait un dans le groupe qui soit moins en phase. Forcément, ça va impacter tous les autres du groupe. Et donc, c'est extrêmement important d'en avoir conscience. Donc, faut pas culpabiliser, faut pas se frustrer par rapport quand il y a un petit grain de sable, on va dire, dans les rouages. Ça peut toujours arriver. Mais le but, c'est de ne pas rester focus sur chaque élément, mais de rester focus sur justement la vision globale de là où on va aller. Oui, voilà, c'est garder, comme tu dis, cette vision d'ensemble. Comment, alors tu nous as expliqué comment vous en étiez arrivé là où vous en êtes aujourd'hui, avec la naissance de vos 3 loulous et puis voilà, la création de famille épanouie. Comment psychologiquement on en vient à ce mode de vie quand voilà quand comme toi comme moi aussi on a connu le salariat, on a connu le voilà, c'est plus intimement qu'est-ce qui te fait basculer dans dans ce mode de vie, dans ce mode d'entrepreneuriat et de famille unschooling globetrotter. Moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment en moi depuis petite. Je pense que j'avais peut-être cette, alors je veux pas dire prédisposition, mais je sais pas. Mais en tout cas, c'était une flamme qui m'animait. Quand j'étais petite, je voulais être comédienne. Je voulais partir je voulais partir avec une troupe et voilà, être un petit peu dans ma roulotte et puis aller de scène en scène. Voilà, j'avais vraiment ce côté un peu saltimbanque très fort en moi. Et puis voilà, avec le théâtre, le fait d'incarner des personnages et pas que ce soit pas toujours les mêmes. Je déteste la routine. C'est quelque chose qui m'ennuie profondément. Donc j'aime vraiment ce côté aventure et finalement, alors j'ai pas été comédienne parce que mes parents m'ont demandé de faire des études. Donc comme ils me foutaient vraiment les jetons à me dire ouais tu vas finir à la rue machin et tout. Je fais bon d'accord, alors je vais d'abord faire mon école de commerce et puis je vais être comédienne après. Et puis finalement en cours de route j'ai rencontré forcément mon mari et du coup nos projets, enfin en tout cas mes projets ont un petit peu évolué, mais finalement je le regrette pas parce que cette vie d'entrepreneur, elle est, alors évidemment c'est pas une vie de comédienne, mais une vie de saltimbanque, pas pour tout le monde en tout cas, mais elle est quand même, il y a quand même la flamme de l'aventure, il y a la flamme de la non-routine, hein, parce que quand on est entrepreneur, on a beaucoup de casquettes et puis on fait pas toujours aussi les mêmes choses. Nos projets évoluent avec nous, j'ai envie de dire. Moi, je suis très sur l'approche organique et systémique des choses. Et du coup, forcément, voilà, tout ce qu'on fait évolue énormément en même temps que nous. Donc, il y a cette non-routine déjà qui m'anime. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui je crois que j'aime le challenge. J'aime aller, j'aime me challenger. Je dis souvent que je suis pleine de gratitude pour toutes les problématiques qui viennent à moi, tous les problèmes de ma vie. Je les vois comme des choses très intéressantes parce que ça me permet de les dépasser, en tout cas d'aller au-delà, de les contourner, de les dépasser, d'aller voilà. Et du coup, en fait, ça me permet énormément à chaque fois d'élever mon niveau de conscience. Et ce niveau de conscience, il est intéressant et notamment quand on regarde en arrière, parce qu'on se dit tiens, c'est intéressant de voir qu'il y a encore quelques mois ou quelques années ou même parfois quelques semaines, je trébuchais encore sur cette problématique et aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé mes solutions. Et j'aime être l'exploratrice aussi de ma vie intérieure, des émotions de mes enfants, de comprendre tous ces mécanismes de fonctionnement pour, encore une fois, pour chercher l'harmonie, la sérénité, l'apaisement et offrir aussi, quelque part, hein, le meilleur de ce que je peux être à mes enfants. Je leur renvoie cette image de, voilà, on est l'architecte de sa propre vie et finalement, la vie, elle est très courte. Alors parfois, en plus, malheureusement, elle peut être encore plus courte et je trouve que le temps qui nous est donné sur Terre, moi, je vois ça un petit peu comme une bénédiction et j'ai profondément envie de faire ce que j'ai envie.
Ah, c'est très beau, très poignant tout ce que tu nous livres là. Et, euh, et j'ai envie de rebondir dessus par rapport justement pour en revenir justement à la cohésion familiale. Il y a quelque chose qu'on a abordé aussi tout au long de la semaine qui est revenu chez presque tous les intervenants. Pour créer une vraie cohésion, il faut une écoute, une vraie écoute de l'autre, des autres. Et c'est quelque chose qui semble, en tout cas sur le papier, qui semble faisable en famille, moins dans le monde de l'entreprise, alors que pour autant, il y a un mot qui est revenu toutes les interventions, c'est l'amour. Alors, c'est encore plus vrai en famille, et cet amour de ce qu'on fait, cet amour de ce qu'on est, et cet amour des gens avec qui on est, c'est quelque chose qui est normalement essentiel. Oui, alors c'est ce que je Qu'est-ce que disais. toi tu en penses? Ouais. C'est ce que je te disais quand je parlais que chacun doit respecter les rythmes. C'est ça, c'est cette écoute du rythme de chacun. Pour moi, je le verbalise comme ça, parce qu'évidemment aujourd'hui, comme mes enfants sont plus petits, on va dire, ils verbalisent énormément leurs émotions, leurs sentiments, leurs ressentis à travers leur rythme, à travers des choses très corporelles, très physiques. Arthur, qui a 8 ans et demi, évidemment, verbaliser ses émotions depuis quelques années maintenant, mais avec des enfants petits, cette écoute, elle va énormément passer par l'observation des rythmes de chacun et donc le fait de mettre en place soi-même une forme d'accompagnement qui va respecter le rythme. Nous, en tout cas, chez nous, cette écoute, elle est verbalisée de cette manière-là. Donc c'est vraiment, c'est une écoute qui prend en compte la globalité de Ok. toute la personne. On n'est pas que sur de l'écoute verbale, on est sur l'écoute de tout un schéma corporel qui va nous Sur permettre une de comprendre observation les de rythmes l'autre. c'est ça. C'est vraiment une observation globale des rythmes et de la personne de l'enfant pour pouvoir le respecter dans son rythme et pouvoir mettre en place un accompagnement qui soit idéal, qui le mette en tout cas dans des conditions idéales pour se développer. C'est ça, c'est vraiment placer l'enfant dans des conditions idéales de développement, dans ses conditions idéales de développement. Et c'est très difficile de retrouver ça, notamment à l'école, pour la simple et bonne raison que finalement, quand il y a 30 enfants, il y a aussi 30 rythmes de développement et qu'il faut bien que ça suive le rythme. Donc, il y a un rythme imposé qui va fonctionner avec une minorité d'enfants, mais qui ne fonctionnera pas avec la majorité parce que le rythme ne peut absolument pas coller. Moi, je vois, j'ai 3 enfants, j'ai 3 rythmes différents. Ce sont 3 rythmes d'apprentissage complètement différents et j'ai même envie de dire de méthodes d'apprentissage, de méthodes d'intégration complètement différentes. Donc, mais bon, après, évidemment, on a tous aussi. Il y en a, tu vois, tout à l'heure, je disais que moi, je m'épanouissais dans cet entrepreneuriat, dans cette aventure, voilà, dans ce goût de demain, je ne sais pas exactement ce qui va arriver. Il y en a d'autres, il faut bien en avoir conscience, qui ne s'épanouiront absolument pas dans ce type de fonctionnement-là, dans ce type de schéma-là. Il y en a qui vont s'épanouir dans le salariat, qui vont bâtir une carrière et qui vont trouver leur goût là-dedans. Je veux dire, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Ouais, je crois on a été coupé. Ça a été un petit peu coupé. On a compris l'essentiel de ton message, Oui, qu'effectivement, voilà, tout le monde ne peut pas s'épanouir dans l'entrepreneuriat, dans la vie en unschooling, en non. IEF. Voilà, c'est pas fait pour tout le monde. Par contre, voilà, si je t'ai demandé tout à l'heure de te livrer un petit peu plus intimement sur comment tu en es venu là avec Fabien, comment vous avez organisé tout ça, c'était pour arriver, en fait, maintenant, quel conseil tu pourrais prodiguer à quelqu'un qui hésite encore à sauter le pas de l'entrepreneuriat ou de l'IEF ou voilà, de ces modes de fonctionnement? Alors, déjà, je leur demanderais pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient faire ça? C'est très important de savoir pourquoi. Il y en a beaucoup qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est génial, c'est le Graal. Mais en fait, non, je pense que c'est pas le Graal pour tout le monde. Moi, je connais des gens
qui veulent absolument pas être entrepreneurs. Ça les fait absolument pas vibrer. Ils ont pas envie de cette vie-là. Faut savoir que quand on est entrepreneur, c'est prendre des décisions en permanence, réfléchir en permanence. Parfois, c'est hyper fatigant. Enfin, il faut aussi en avoir conscience. L'entrepreneuriat n'a pas que des avantages. C'est aussi que si on travaille moins, bah forcément, on va avoir moins d'argent. Donc, faut qu'il y ait quand même un système à alimenter. Hein. On vit dans un monde quand même où la monnaie et la monnaie, enfin où l'argent est la monnaie d'échange. Donc, évidemment que si on n'a pas assez d'argent pour payer toutes ces charges, tout ce qu'on a besoin de payer, il y a un moment, ça va être compliqué. Il faut en avoir conscience. Donc, la première question, ou pareil avec l'instruction en famille, hein, c'est avoir ses enfants en permanence à la maison. C'est pas tout le temps rose, hein, parce que ça veut dire que le temps pour soi, il faut pouvoir méthodiquement l'inclure dans l'emploi du temps, parce que c'est pas aussi facile que ça. Moi, encore une fois, je connais plein de mamans qui sont mamans au foyer, mais qui ne voudraient pour rien au monde faire l'instruction en famille, parce que ça ne correspondrait pas à leur rythme, à leurs besoins et à ce qu'elles envisagent. Donc, je pense que la première chose, déjà, je demanderais pourquoi. Quels sont les pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça? Qu'est-ce qui vibre en eux par rapport à ça? Et ensuite, je leur dirais que si vraiment le pourquoi est très fort, s'il y a quelque chose, voilà, c'est presque une blessure que de ne pas le faire, alors je dirais allez-y. Et en fait, vous allez voir en le faisant ce qui va arriver. C'est en faisant les choses qu'on est confronté à certaines problématiques et qu'on va pouvoir trouver les ressources pour les dépasser, pour aller au... Ah, voilà, là, ça va pas sauter, on est carrément figé. Amélie, je ne sais pas si tu nous entends. Voilà, encore une fois, mesdames et messieurs, les aléas du direct, voilà, ça nous est déjà arrivé cette semaine, c'est pas bien grave. Je pense qu'Amélie va finir par nous rejoindre. Effectivement, quand on parle de cohésion dans le monde de la famille, j'en reviens au point qu'on a abordé avant. C'est vraiment l'écoute, l'observation du rythme de l'autre, de la sensibilité de chacun pour justement vivre et travailler ensemble en bonne intelligence. Voilà, j'espère qu'Amélie va pouvoir nous rejoindre. Non, voilà, elle a été déconnectée. C'est malheureusement des choses qui arrivent. On va attendre de voir si elle arrive à nous rejoindre de nouveau. Si vous avez des questions, si vous avez des observations à faire, n'hésitez pas. Hein, c'est du live, c'est aussi un échange entre nous intervenants et vous spectateurs. On est là aussi pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez absolument pas à nous mettre des questions, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. J'en profite pour vous rappeler que normalement samedi était prévu une foire aux questions, donc 1 heure de live où je devais répondre à toutes vos questions. Pour ceux qui sont sur le groupe LinkedIn dédié à la semaine de la cohésion, il y a un questionnaire qui a été mis en ligne, un petit sondage pour savoir si vous trouviez que c'était judicieux de maintenir cette foire aux questions. N'hésitez pas à y répondre, à partager, et même sur Facebook, hein, je lance la question sur Facebook ou sur YouTube, me dire si effectivement vous trouvez qu'il est judicieux d'avoir cette foire aux questions ou si les interventions en elles-mêmes vous ont suffi. Bien, alors je pense que Amélie a du mal à se reconnecter. Je vais lui envoyer de ce pas un petit message. Vous voyez, on est encore une fois les aléas du direct. Hein, voilà un petit message qui va bien. Pour savoir ce qui se passe. Ah, technologie, quand tu nous tiens. Hop. Ah, voici, Amélie est de retour. Magnifique. Bon retour parmi nous, Amélie. Ça coupe pas mal. En tout cas, ce que je disais, ouais, pour finir, ce que je disais, c'était que c'est important de faire les choses qui nous animent et finalement, parce que souvent la peur de l'inconnu va nous empêcher de passer à l'action, et il faut bien avoir conscience que on saura jamais tout ce qui va nous arriver, et c'est en faisant les choses qu'on va être confronté à certaines problématiques, et justement ne pas les voir comme des problématiques. Je pense que c'est vraiment ça que je dirais, c'est ok, les problèmes, tout le monde en a,
on est tous égales par rapport à ça, enfin tous égaux par rapport à ça. On aura toujours des problématiques. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est la manière dont on va dépasser ces problématiques. Il y en a qui vont faire marche arrière, qui vont dire je suis nul, je peux pas y arriver, et d'autres qui vont se donner les moyens de les dépasser. Et je pense que la différence, elle est là. Pour s'épanouir dans la vie, c'est qu'il faut réussir à aller au-delà de ces problématiques et pas les voir comme des freins, mais de les voir comme des opportunités d'évoluer et de grandir. Alors, ça me fait penser à l'intervention d'hier soir de Maxime Meyassou qui était avec nous, qui disait que pour lui, l'entrepreneuriat ne l'a pas rendu plus heureux. Voilà, tout le monde dit qu'en bossant plus, en faisant plus, on va gagner plus d'argent et qu'on sera plus heureux. Il me disait que lui, non, lui, ce qu'il faisait kiffer, c'était justement de faire de l'entrepreneuriat et qu'il se sentait comme un petit garçon dans une cour d'école à chaque fois qu'il démarrait une nouvelle activité. Mais que ça ne le rendait pas plus heureux parce qu'il dit, voilà, la famille, elle est là, l'argent, il est là. C'est pas parce qu'il aura plus d'argent qu'il sera plus heureux avec sa famille. Tout à fait. Donc ça rejoint, après, l'argent, c'est une monnaie d'échange. Hein. On dépense du temps, de l'énergie en échange d'une contribution financière. Donc, moi, je le vois comme une monnaie d'échange, l'argent. Il y a un moment, de toute façon, où gagner plus d'argent demandera aussi de plus travailler. Donc, il faut aussi voir quelle est la valeur qu'on accorde. Il y a des gens qui s'éclatent à bosser comme des fous et finalement, ils ne font absolument pas ça pour l'argent, mais c'est juste que, en fait, ils kiffent s'investir à fond à 200%. D'ailleurs, c'est aussi souvent parfois des gens qui n'ont pas de famille, enfin en tout cas pas d'enfants, et donc du coup, voilà, qui s'éclatent dans un job et qui font tout. Et en fait, l'argent, c'est une conséquence. C'est une conséquence d'un investissement. Donc voilà, faut trouver le bon équilibre pour ne pas en manquer, parce que malheureusement dans notre civilisation aujourd'hui, hein, dans nos sociétés occidentales, en tout cas, j'ai même envie de dire mondiale, manquer d'argent peut être quand même un problème. Hein, l'argent, moi j'aime bien dire l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même, parce que manquer d'argent, pour le coup, c'est compliqué. Hein. Par contre, évidemment, avoir trop d'argent ne rend absolument pas plus heureux. Enfin, quand on voit toutes les stars du cinéma qui se sont suicidées alors qu'elles avaient de quoi couvrir plusieurs générations d'enfants et de petits-enfants, on sait que l'argent aujourd'hui, de toute façon on le sait, hein, l'argent ne fait absolument pas le bonheur. Ce qui fait le bonheur, c'est d'avoir un but dans la vie, d'avoir du pourquoi, de donner du sens à ce que l'on fait. C'est ça qui rend les gens heureux. Et puis l'argent n'est qu'une énergie. Elle est là pour circuler. C'est ça. Des fois, moi, je sais que j'avais des amis, enfin, j'ai toujours d'ailleurs, mais qui avaient de jeunes enfants et puis qui avaient envie de passer plus de temps avec eux, quand ils étaient petits notamment. Puis elles me voyaient évidemment avec mes enfants, elles avaient très envie de ça. Et elles me disaient, oui, mais bon, sinon, je vais gagner moins d'argent, etc., etc. Et je lui dis, mais aujourd'hui, est-ce que tu mets de l'argent de côté? Donc elle me disait, bah oui, je mets un peu d'argent de côté. Je fais, ok, mais si tu mettais pas cet argent de côté et que tu profitais de cet argent pour le passer avec tes enfants, qu'est-ce qui se passerait? Et ça a été long, hein, mais au bout de 2 ans, une de mes meilleures amies s'est mise à mi-temps. Et parce que voilà, je pense qu'au bout de 2 ans, je dis pas il y a que moi, c'est aussi sa réflexion qui a mûri, mais elle s'est dit en effet, ouais, aujourd'hui, qu'est-ce qui vaut plus que je passe? Est-ce que je dois passer du temps avec ma fille, ou est-ce que je dois continuer à travailler pour mettre de l'argent sur mon compte épargne? C'est la question. Et voilà. Et aujourd'hui, du coup, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, du coup, elle a même carrément changé de trajectoire en travaillant moins. Ça lui a donné plus de temps pour bâtir un autre projet. Aujourd'hui, elle travaille directement, pas en freelance. Je ne sais pas quel est son statut exact, mais elle travaille de chez elle, donc elle a beaucoup plus de temps pour gérer sa vie et en tout cas sa vie de famille. Et c'est intéressant de voir aussi comme quoi certaines orientations vont nous amener sur des choses auxquelles on n'avait pas du tout imaginé, qu'on n'avait pas du tout conscience. Et c'est ça qui est beau, la vie, c'est oser faire les choses. Et quoi qu'il arrive, forcément, on va toujours tomber sur nos pattes, quoi qu'il arrive. Et peut-être même d'une façon dont on n'avait pas imaginé et qui est largement meilleure que celle même qu'on avait envisagée. Oui, on l'expérimente nous aussi actuellement, justement. Voilà, nous, au niveau de nos activités professionnelles, on a dû se réinventer parce que, encore une fois, c'est
Je dirais le deuxième effet qui se coule, mais non, c'est le deuxième effet Covid. C'est que travailler en présentiel, c'était très très compliqué et du coup, on s'est complètement réinventé. On travaille énormément en visio, on travaille vraiment du confort de notre petite maison. On est toujours avec les enfants et à vivre une vie épanouie. Voilà. En suivant aussi vos tribulations, parce que Élodie, comme moi, on suit, on suit vos aventures via Facebook. C'est pour ça que quand tu parlais aussi du fait d'avoir remis tes enfants à l'école là au mois de septembre, ça m'a fait penser au post très émouvant que tu avais mis justement sur les réseaux par rapport à ça et qui expliquait que c'était voilà, qu'au début ça allait et puis qu'au bout d'un moment ça t'arrachait le cœur de les lever le matin, de les presser pour être à l'heure à l'école, voilà. Donc on en revient encore une fois à cette écoute de chacun. Moi, alors on dévie un petit peu du sujet, mais au niveau scolaire, au niveau rythme scolaire, moi j'apprécie énormément les rythmes scandinaves, le système scandinave, où justement les enfants, c'est le rythme des enfants qui prime et pas la journée de classe en elle-même. Et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui aimeraient voir arriver ce genre de mode de fonctionnement, ce genre de système en France. Et je pense que ça délivrerait pas mal de parents et d'enfants et que ça permettrait justement une meilleure compréhension dans la famille, une meilleure écoute si chacun justement arrivait à se caler sur le rythme de chacun. Ça, pour ça, il faut éduquer les consciences. C'est aussi, ouais, c'est une éducation des consciences, une éducation des mœurs, enfin en tout cas un changement de mœurs, parce que c'est vrai qu'en France, le système est comme il est. En Angleterre ou en Allemagne, juste à côté de chez nous, ce sont des rythmes scolaires qui sont complètement différents, qui sont en effet beaucoup plus sains par rapport, j'ai envie de même dire, au rythme biologique de l'enfant, qui ne peut pas rester toute la journée à sa table, c'est pas possible. En France, j'ai pas envie de leur qui font des efforts, sauf que malheureusement, il y a énormément d'instituteurs et d'institutrices qui sont encore, je pense, un peu cloisonnés dans un carcan un peu trop rigide et qu'ils aimeraient bien essayer de mettre en place des choses par eux-mêmes, mais que malheureusement, ils n'ont pas la liberté dont ils auraient besoin pour aller au bout de leurs convictions, au bout de ce qu'ils veulent faire. On va, je pense, s'arrêter là pour ce soir. On a abordé plein de sujets. Je te remercie, Amélie, pour ton intervention. Avant de nous quitter, deux choses. La première chose, si tu avais juste une chose à dire, le mot de la fin, un message à faire passer. Moi, j'ai envie de dire, faites les choses avec plaisir. C'est le plaisir, c'est le maître mot. Si vous faites les choses avec plaisir, ce sera tellement plus facile. À partir du moment où on n'a pas de plaisir à faire quelque chose, c'est dans ces moments-là que ça devient compliqué. Donc faites-vous plaisir, faites les choses avec plaisir. Moi, il y a des trucs que j'aime pas faire dans mon entreprise, je cherche à les déléguer au maximum. Parce que je m'éclate pas, il y a des choses que j'aime pas faire, je suis pas bonne là-dedans, que c'est pas ma zone de génie, ma zone de confort, j'aime pas ça. Donc je le fais pas. Donc voilà, faut évidemment au début je l'ai fait parce que faut pouvoir ensuite déléguer, faut financièrement pouvoir le déléguer. Mais même au-delà, sans parler de l'entrepreneuriat, dans vos vies de tous les jours avec vos enfants, faites-vous plaisir quoi. Faites ce qui vous fait plaisir. Ne soyez pas la mère notamment qu'on attend de vous que vous soyez. Soyez la mère que vous voulez être. Prenez du plaisir au quotidien. N'agissez pas en fonction des attentes des autres ou des attentes de la société. Agissez en fonction de vous. S'il y a un truc qui vous saoule, faites-le pas. Prenez du plaisir. Le plaisir, c'est la vie. Ça c'est un beau message. C'est un beau message pour clôturer. Et maintenant, alors tu as parlé du programme Famille épanouie plus que tu mettais en place. Est-ce que tu as des actualités à nous partager? Alors, moi, je travaille énormément avec les mamans sur le programme Maman épanouie. Donc, Maman épanouie, c'est un programme en 4 mois de développement personnel qui les accompagne sur la problématique de parentalité. Donc, comment pouvoir se nourrir mentalement, physiquement, spirituellement, pour pouvoir donner ensuite à ces enfants la disponibilité dont ils ont besoin, que ce soit d'ailleurs pour ces enfants
pour son couple ou pour sa vie de femme. Et puis à côté, j'ai aussi Famille épanouie plus. Donc j'ai ces deux programmes qui sont complètement indépendants l'un de l'autre, mais très complémentaires par contre, parce que dans Maman épanouie, on est vraiment sur la mère, la femme que nous sommes, et dans Famille épanouie plus, on est sur l'aspect familial, hein, notamment des problématiques de fratrie en ce qui concerne la parentalité. On a aussi du coaching mindset sur les problématiques de maman, évidemment, parce que ça reste toujours très présent. Et puis on a des masterclass, on a des événements avec des expertes sur plein de sujets, la naturopathie, le cycle menstruel, l'organisation, voilà, toutes ces choses-là qui sont accessibles à vie à partir de la zone membre, autant qu'on est abonné. Eh ben, écoute, c'est parfait tout ça. Vous pouvez retrouver tout ça sur soit Famille épanouie, le blog, ou alors les réseaux sociaux, Famille épanouie ou Amélie Cosno. Parfait. Alors, dans les autres actualités, il me semble que tu as bientôt une intervention avec notre prochaine intervenante, Elodie, Oui. sur Ma Tribu Relax. C'est le 27, 24, c'est ça je crois, non ou le 27, oui. Oui. Ah, Tu dois savoir mieux la date que moi. Confirmera ça. C'est ça. Elodie nous confirmera ça après. Donc voilà, où les internautes auront le plaisir de te retrouver sur une autre problématique en dialogue avec Elodie pour Ma Tribu Relax. Amélie, je te remercie infiniment de ta participation. Voilà, Elodie me dit le 24 mars. Voilà. C'est ça, c'est le 24. Ça par message. Voilà, le 24 c'est le 24. mars. C'est bien ce que je l'avais noté, à 8h pour moi. Voilà. Donc, nous aurons le plaisir de te retrouver à ce moment-là. Je te remercie infiniment de ta participation. Je te souhaite un excellent séjour encore au Costa Rica. Profite du soleil. Merci. Merci à ton mari Fabien de s'être occupé des enfants et d'avoir géré la technique en backstage. À très très bientôt Amélie, on garde le contact. Ok, salut Mickaël, salut à toutes, salut à tous, ciao. Alors donc nous avons vu Amélie pour Famille épanouie qui nous a parlé de sa vision de l'entrepreneuriat, de sa vision de la famille, de sa vision vraiment de la cohésion familiale, quelque chose de pur, de simple, de sensible. Nous allons maintenant aborder cette même cohésion familiale avec notre intervenante Elodie Jacques. Bienvenue Elodie. Donc pour ceux qui l'auront compris, il s'agit de mon associé et de mon épouse que j'ai le plaisir de recevoir en live pour nous parler de sa plateforme Ma Tribu Relax et de sa vision de la cohésion. Bonjour à tous. Elodie, présente-toi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elodie Jacques, je suis thérapeute corporelle spécialisée dans la charge mentale des femmes et plus récemment dans l'accompagnement de l'expansion des entrepreneurs féminines pour allier épanouissement et expansion d'entreprise. Et je suis aussi co-directrice de l'activité, du projet Ma Tribu Relax, qui est un projet entièrement dédié au bien-être de la famille, en co-création avec mon amie Elodie. Voilà. Le duo des Elodie, donc c'est effectivement une co-création, deux amis d'enfance qui ont décidé de mettre leurs ressources en commun pour aider les familles, pour aider les mamans, les papas à mieux gérer leur vie de famille, leur vie professionnelle, à mieux se détacher de tout ce qui peut parasiter la cohésion familiale. Alors, parle-nous plus avant, Elodie, de ta plateforme, justement, de Ma Tribu Relax. Quel en est le but, quel en est l'aboutissement et qu'est-ce qu'on peut y retrouver actuellement ? Alors oui, Ma Tribu Relax, c'est un projet qui est né il y a 3 ans, quand on était encore en Alsace, du constat que quand on est maman, ou papa aussi d'ailleurs, c'est très compliqué de prendre soin de soi quand on a des enfants. Sauf si on a papier et mamie à côté, mais on n'a pas tous cette chance. Et l'idée, c'était de créer un lieu, une maison de bien-être où pourraient se retrouver parents, enfants, grands-parents, toute personne désireuse finalement d'agir sur son mieux-être, où il y aurait dans un même espace des professionnels qui proposeraient des séances individuelles autour du bien-être, donc sophrologie, art-thérapie, naturopathie, toutes ces techniques-là, un espace de garderie enfant, un espace salon de thé avec des produits bio,
et des cours collectifs, parce que à la fois on voulait proposer des activités pour les parents, à la fois pour les enfants, et à la fois des activités conjointes pour vraiment resserrer le lien familial, parce que voilà, ça nous paraissait essentiel à ce moment-là. Des problèmes de locaux, un déménagement à l'ouest de la France et des confinements étant passés par là, le local n'avait pas pu aboutir. Et durant l'année 2020, forcément, c'était pas l'ambiance d'aller prendre un local en plein confinement. Et en fin d'année dernière, on a déterré le projet, on a fait renaître le projet de ses cendres en créant une plateforme en ligne où on pourrait justement retrouver tous ces services en visio et en présentiel pour les praticiens qui pratiquent en présentiel, dans l'idée on était en plein deuxième confinement, de pas laisser les parents en fait dans ces méandres-là. L'année 2020 a été très émotionnelle pour tout le monde, que ça soit voilà, pour des parents qui étaient, enfin des personnes sans enfants déjà, mais en tant que parents, on a nos propres émotions à gérer et on avait celles des enfants à gérer. Avec le confinement, avec le manque de visibilité, avec des changements voilà, réguliers, ça a généré beaucoup de mal-être psychologique et on avait envie de proposer une vraie solution où les parents ne seraient pas tributaires du coup d'un lieu, mais pourraient faire une séance collective ou individuelle d'une pratique de bien-être pendant la sieste du petit, voilà, tout ça dans le confort de chez eux. Donc on a effectivement relancé la plateforme qui est en ce moment en train de se transformer en une vraie marketplace où l'idée c'est de vraiment rayonner à l'échelle nationale, de proposer des services à la fois pour les adultes, pas forcément que les parents, mais à la fois pour les adultes, à la fois pour les enfants et du coup toujours cette idée d'activité conjointe avec dans l'optique d'un jour quand même de développer des week-ends relax pour les parents en présentiel. Dans un deuxième temps, parce que pour l'instant, ça reste encore compliqué avec les reconfinements qui nous tombent dessus. Mais dans l'idée d'avoir et cette présence en ligne et cette présence en fait à différents points de la France, parce que comme on ne prendra plus de local fixe, que ça sera sur des week-ends, le premier aura lieu en Alsace parce que c'est là qu'est né le projet, mais après, c'est des choses qu'on va développer évidemment dans toute la France. C'est un programme, un très beau programme. Je confirme. Hein. C'est un très très beau programme que je vois se monter moi en backstage pierre par pierre et qui est, je ne veux pas dire un projet titanesque, mais pas loin, mené d'une main de maître donc par les deux Élodie. Hein, donc il faut aussi citer ton associé sur ce projet, Élodie Demany, qui donne énormément. Comment tu en es arrivé là? En fait, qu'est-ce qui t'a amené justement à ces accompagnements et à tout ce que tu fais aujourd'hui, que ce soit chez Selfcare Success ou sur Ma Tribu Relax? Alors bon, toi tu le sais, mais je vais le préciser pour ceux qui nous écoutent évidemment. Pourquoi j'en suis arrivée là? Parce que y a un burn-out professionnel qui est passé par là, tout simplement. Dans mon ancienne vie, je travaillais dans l'administratif, même je travaillais dans le plus gros cabinet d'audit au Luxembourg, et je me suis perdue en route. C'est-à-dire que j'étais vraiment en mode automatique, et disons que je me laissais vraiment dériver dans une vie qui me correspondait pas trop, mais j'avais pas conscience que j'avais le choix de faire autrement. Et du coup, je me suis vraiment laissée dériver jusqu'à encaisser plusieurs harcèlements au travail. Et le dernier, ça a été voilà, le point d'orgue final, j'ai envie de dire, pour dire stop, me mettre en arrêt maladie déjà pour stopper le truc. Après, bon, toi, tu es première loge, donc tu le sais. On a vécu voilà, quelque chose, un événement personnel qui a fait que ça a fait encore effet plus boule de neige puisqu'on a failli perdre notre fille au même moment. Donc c'était une période vraiment émotionnelle très compliquée et s'est posé la question, ok, quel sens on veut donner à notre vie? La première chose, c'était déjà notre point de ralliement, ça a toujours été la famille. C'est-à-dire que partir au Luxembourg, ok, gagner plus d'argent, c'était bien joli, mais quand on se retrouve avec sa fille entre la vie et la mort à la période de Noël, alors ça fait très cliché dit comme ça, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. La notion de sens reprend tous ses droits et on se dit ok, est-ce que c'est vraiment la vie que je veux? Est-ce que je veux continuer de me lever à 5-6 heures le matin, me taper 1 heure de route
pour aller travailler en passant les frontières et les embouteillages jusque là-bas, lever la petite tôt le matin, la coucher à peine 1 heure après être rentrée parce que c'était notre rythme à ce moment-là, du fait des complications sur la route au Luxembourg avec tous les frontaliers qui passaient la frontière chaque jour, enfin chaque matin et chaque soir. Est-ce que tout ça, même l'argent qu'on gagne, ça vaut le prix qu'on a failli payer, à savoir la vie de notre fille, quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est toute la question du sens qui est primordiale quand on tombe en burn-out, qui fait qu'on se pose réellement la question, ok, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Est-ce que c'est comme ça que je veux vivre ma vie ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer? Et souvent, on accumule les emmerdes, disons-le clairement, mais on a l'impression que c'est normal, que la vie est dure, parce qu'on a tout un tas de croyances, parce que, voilà, par les choses qu'on a entendues depuis l'enfance. Et du coup, on rentre dans un train-train où presque on pense qu'on n'a pas le choix et qu'on ne peut pas en sortir. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que ça a fait un électrochoc, parce que juste le burn-out tout seul, j'aurais juste changé d'entreprise et je serais probablement retombée dans le même scénario, même un peu légèrement différent. Et le fait là, c'est aller me chercher en plein cœur d'avoir cet événement-là, c'est vrai que là, c'est vraiment la question du sens que je me suis dit, est-ce que tout ça, ça vaut le coup? Non, ok, alors on rentre en Alsace auprès de notre famille pour reconstruire quelque chose. Et la preuve en est que quand on avait pris cette décision, tout s'est réimbriqué en l'espace de quelques semaines. On avait un logement, on avait des situations professionnelles, même assez qui tombaient presque du ciel. On avait une crèche pour Maëva. Et ça, c'est vraiment quand on est sur son chemin, qu'on est à sa place, tout se réaligne très vite. Il n'y a pas besoin de complications extrêmes. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a amené à me dire, je vais faire autre chose de ma vie. Quand bien même, voilà, ça prend du temps. Je suis retombée dans un boulot administratif en travaillant pour les institutions européennes. Et là, ça a commencé à se rejouer. Et puis, ce qui m'a fait le déclic, soit tu le sais, c'est le fait de tomber en binôme dans ce travail-là avec une thérapeute psychocorporelle. Alors, technique que je ne connaissais absolument pas, parce que moi, à l'époque, j'étais anti-psy. Je ne voulais absolument pas raconter ma vie en espérant aller mieux. Ça ne me parlait, mais alors pas du tout. Et quand elle m'a parlé de cette technique-là, oui, c'est toujours un peu le cas d'ailleurs. Je ne suis toujours pas convaincue par les techniques verbales, mais bon, voilà, c'est un autre débat. Mais effectivement, à ce moment-là, je n'avais même pas conscience qu'on pouvait traiter les émotions par le corps. Et quand elle m'a expliqué la technique, je me souviens que ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, alors, autant les psys, ça ne me parlait pas, autant ça, ok, ça a du sens. Ça mérite d'aller voir ce que c'est. Et j'ai commencé effectivement donc une thérapie psychocorporelle, donc pas avec ma collègue évidemment, avec une autre thérapeute. Et dans le même temps, je perdais mon travail Conseil de l'Europe, puisque c'est un peu les chaises musicales là-bas, et j'entamais une formation de réflexologie plantaire, juste pour le fun. À la base, c'était juste pour combler mon manque d'activité. Et le fait est que j'ai eu connaissance de cette formation de thérapeute corporelle qui a été un véritable déclic. C'était vraiment un coup de cœur où en lisant le fascicule où la formatrice me parle de cette méthode et tout, donc qui était dans la finalité, c'était la même finalité que la thérapie que je faisais, mais dans les outils, c'était légèrement différent. Et cette formation, ça a vraiment été un déclic de me dire, oh punaise, c'est ça que je veux faire, ça a du sens. Parce que j'avais vraiment cette question de sens qui revenait, et faire de l'administratif ou faire des notes de frais à 4 € pour des administrateurs européens qui en gagnaient 4 000, clairement, ça avait vraiment pas de sens pour moi. Et petit à petit, tout s'est réaligné, tout a été amené pour qu'en fait, finalement, ça m'amène vers ça. Puisque à partir du moment où je me suis dit, oui, je veux créer une activité dans le bien-être, même si je ne savais pas exactement par quel bout j'allais prendre ça, toutes les portes se sont ouvertes, alors que de l'autre côté, toutes les portes se fermaient pour que j'ai un contrat dans les institutions européennes. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que ça a été une décision de dire, je fais ce qui me plaît et j'y...
c'est de là que j'ai commencé dans le massage bien-être et ensuite ça a basculé dans la thérapie corporelle parce que j'avais pas seulement envie de faire un massage bien-être, j'avais envie d'apporter en fait du mieux-être durable aux gens et pas seulement 1 heure de bien-être, mais quelque chose qui dure. Et c'est de là que j'ai commencé à me former sur la thérapie corporelle, sur le fait d'arriver à libérer ses émotions par le corps et d'avoir tous ces aspects. Nouvel incident technique, nous avons perdu Elodie. Non, je suis là. Ah, t'es là, voilà. L'image est figée, et puis le son était haché, on n'a pas tout entendu. Tu m'entends bien? Oui. Oui, ok. Pourtant, on est dans la même maison, hein, je vous promets. Oui, pourtant, on est dans la même maison, effectivement, on n'est qu'à 2 pièces d'écart. Mais l'image est figée, donc voilà. Voilà. Tant qu'on a le son, c'est le principal. Donc oui, tu nous parlais effectivement de toutes ces portes qui se sont fermées et du coup cette porte qui s'est ouverte vers la thérapie corporelle, dont tu as fait ton métier donc dans la foulée, que tu exerces depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Pour resituer aussi, pour recentrer un peu sur la cohésion familiale, quand Elodie a suivi sa thérapie psychocorporelle, j'en ai fait une aussi. Pas seulement pour soutenir ma femme, mais parce que c'est vrai que le fait de suivre cette thérapie chacun de son côté, on avait chacun notre thérapeute, hein, on n'était pas suivis par le même thérapeute, mais nous a permis de grandir ensemble et justement d'avancer et de délier pas mal de choses ensemble. On a eu des exemples autour de nous de gens où l'un avait suivi une thérapie, qu'elle soit verbale ou non verbale, et l'autre non, et où du coup il y avait comment dire, une sorte de décalage. Donc nous, c'est notre expérience personnelle. Qu'est-ce que tu pourrais donner justement comme conseil aux gens qui, comme nous, à ce moment-là, ont eu besoin de faire appel à quelqu'un? Bah oui, c'est clair que effectivement, quand il y en a un qui travaille sur lui, qui entame une thérapie ou tout un processus de développement personnel, et que l'autre ne le fait pas, le risque, c'est que l'écart va se creuser de plus en plus. Maintenant, il y a aussi le fait que chacun doit avancer à son rythme. On le sait plus que jamais entre nous, qu'on n'a pas le même rythme de développement, que moi, le développement personnel, c'est vraiment une passion et que j'ai à cœur d'avancer, de libérer un maximum de choses parce que je sais le cadeau qu'il y a derrière, quand bien même c'est hyper douloureux sur le moment. Et puis, toi, il y a eu une période où tu avais un peu moins ce besoin, où voilà. C'est aussi accepter que finalement, que chacun a son rythme. Alors oui, dans une situation idéale, c'est de faire tous les deux dans un couple ce processus de développement personnel. Maintenant, il faut une réelle prise de conscience pour le faire et il faut être prêt à pas se changer soi, mais à aller libérer en fait tout ce qui est lourd, qui est pesant, qui est le résultat de croyances en fait qu'on a depuis l'enfance et pratiquement tout le monde dans ce cas-là. Parce que tout simplement, les parents ne sont pas dans la tête des enfants. De la même manière, nous, on met sans doute des croyances dans la tête de nos enfants, alors moins qu'on a eu, on espère, mais c'est quand même la réalité parce qu'on ne peut pas combler les besoins de son enfant à 100%. Et même si on pouvait le faire, je ne suis pas persuadée que ce serait bénéfique pour eux parce que c'est aussi ça qui les construit. C'est aussi le fait d'avoir une frustration, de ne pas avoir forcément papa et maman disponibles H24, enfin, de passer par des émotions et certaines choses qui vont leur donner de la force pour se construire. Et le fait de faire ce processus de développement personnel, ça permet de reprendre sa responsabilité de sa vie. Parce qu'on est responsable de sa vie à 100%. Des bonnes choses comme des moins bonnes. Le fait de faire ce développement personnel, ça nous a vraiment aussi appris ça, c'est que chacun on a pris notre position, notre place dans le couple et dans la famille, et ça nous a aidé à prendre nos responsabilités, à arrêter de reporter sur l'autre la faute de tout ce qui nous arrive.
ou de comment on se sent dans la famille, ou comment on se sent dans le couple, ou comment on se sent déjà dans notre relation, rien que de soi à soi. Donc ça permet ça. Donc je peux que encourager toutes les personnes qui nous écoutent à faire ce processus de développement personnel parce que ça rend vraiment la vie plus légère, plus fluide. On a de meilleures relations, des relations plus saines. On a moins de peur parce qu'on va avoir confiance en soi, on va avoir une estime de soi inébranlable. Ça permet quoi? Ça permet de réaliser ses rêves. D'ailleurs, on le sait que trop bien puisqu'on est en phase de réaliser le plus grand rêve de notre vie, à savoir partir en Polynésie et peut-être plus loin, on ne sait pas. Et ça n'aurait jamais été possible si on avait resté enfermé dans nos croyances et resté enfermé dans nos émotions refoulées et rester grognon à propos des choses de la vie. Parce qu'il faut être bien clair, des aléas, il y en aura toujours. Il y a un peu ce mythe qui circule que quand on est coach ou thérapeute, on n'a plus de problème. Mickaël peut vous assurer que oui, j'ai des problèmes. Non. Que au contraire, souvent la vie amène le niveau supérieur, donc c'est un peu comme un grand 8, faut rester accroché. Et tout simplement, ce qui nous aide en fait à avancer, c'est notre perception sur les choses. Que peu importe la difficulté à laquelle on fait face, on sait qu'on a les ressources en nous pour aller traverser ça. Même si sur le moment, on ne sait pas forcément comment on va le faire, mais on sait qu'on a toutes les ressources en nous pour y arriver. Et ça fait toute la différence dans la perception de la vie qu'on a pour nous-mêmes, mais aussi qu'on transmet à nos enfants parce qu'on leur montre le champ des possibles au lieu de leur rabâcher la tête avec les règles, avec le regard de l'autre, avec il faut être comme ci, comme ça dans la vie, et tu feras pas ça, et tu feras pas ça, et tu feras pas ça. Et ça fait partie de la cohésion familiale aussi. Alors j'ai suivi pas toute l'intervention d'avant, puisque justement j'étais avec les enfants, mais je sais qu'elle parlait du respect du rythme de chacun. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel à repréciser, enfin à insister dessus plutôt que repréciser, du fait qu'on a tous des fonctionnements différents et que l'harmonie familiale, ça ne veut pas dire que tout se passe toujours bien dans un monde de bisounours, c'est pas vrai. Surtout avec des enfants, peu importe l'âge, parce qu'on a notre lot quand on a des enfants en bas âge, quand ils sont adolescents, il y a d'autres lots aussi. Donc, c'est juste effectivement lâcher prise sur ce que nous, on projette sur eux, accepter qu'ils n'ont pas forcément, qu'ils ne cadrent pas forcément avec le rythme que nous, on voit pour eux. C'est même pas cadré avec notre rythme, comme c'est des enfants, mais cadré avec le rythme que nous, on projette sur eux. Et plus on arrive à fonctionner avec les fonctionnements de tout le monde, plus il y a cette cohésion en fait qui s'installe. Ça ne veut pas dire qu'elle est là tous les jours. Chez nous, on peut vous certifier que c'est pas le cas. Il y a des moments, il y a des jours où tout part en cacahuète, et puis il y a des jours où ça va beaucoup mieux. La différence, c'est qu'avant, on aurait eu tendance à avoir beaucoup de colère, beaucoup de frustration et beaucoup de culpabilisation en fait par rapport à ça. Alors, on a nos émotions aussi à libérer, et c'est là où c'est d'autant plus important, c'est vraiment vital en tant que parent de prendre soin de ses émotions. Et de prendre soin de ses ressources aussi, de prendre du temps pour soi. Parce qu'on ne peut pas redonner aux enfants ce qu'on n'a pas nous-mêmes, quoi. Quand on est fatigué, épuisé, on n'a plus rien à redonner aux enfants, à part de l'impatience, de la rigidité, de l'irritabilité, voilà, et du coup de la colère et de la frustration qui prend de l'ampleur. Ça me fait rebondir sur un sujet qu'on aborde tous les deux assez régulièrement au niveau du travail, au niveau de l'accompagnement et du coaching. C'est qu'on ne peut pas emmener des gens plus loin que nous le sommes nous-mêmes. Alors, moi à l'époque, si j'ai fait la thérapie psychocorporelle en même temps que toi, c'était pas par simple solidarité, hein, je précise à nos auditeurs, c'était vraiment parce que au plus profond de moi, je sentais que j'avais besoin, comme Élodie, de faire ce travail sur moi pour avancer. Et ça tombait très bien que justement on le fasse ensemble parce que ça nous a permis, comme je l'ai dit tout à l'heure, de grandir ensemble. Aujourd'hui, en termes d'éducation, ce principe
de niveau, si je puis m'exprimer ainsi, est essentiel aussi. On ne peut pas faire évoluer nos enfants dans leur intelligence émotionnelle si nous-mêmes, on n'a pas suffisamment de recul et de maîtrise de nos émotions pour les instruire. Ouais, c'est tout à fait ça, quoi. C'est-à-dire que souvent, quand il y a un dysfonctionnement, quand il y a des tensions familiales, eh ben, on va absolument régler le problème chez l'enfant. Sauf que le comportement de l'enfant, eh ben, c'est toujours un miroir déjà de nous-mêmes parce que les enfants sont vraiment nos miroirs et des miroirs ultra puissants. Et c'est justement de se dire, ok, sur quoi moi je peux agir à mon niveau. Et plutôt que de modifier le comportement de l'enfant, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de claquer les portes, de taper dans les murs ou de faire je ne sais pas quoi. Ça veut simplement dire que derrière, il y a un besoin qui n'est pas rempli. Et à partir du moment où on comprend ça, déjà, on rentre beaucoup moins en lutte contre eux, en voulant absolument qu'ils nous obéissent, ou toutes les choses que nous, on a pu entendre plus jeunes parce que c'était un autre type d'éducation. Mais on va faire en sorte d'obtenir en fait une coopération et surtout que l'enfant se sente entendu. À partir du moment où il se sent entendu, il y a beaucoup de conflits qui se désamorcent. Alors bien sûr, il y a des périodes de vie qui sont pas évidentes parce qu'on veut le meilleur pour nos enfants, mais voilà, mais on a nos filtres, on a nos croyances, on a nos blessures émotionnelles qui font qu'on va amener les choses de telle manière ou des fois, sous le coup de l'énervement, dire une parole qui va être blessante ou que l'enfant va retenir ou qui va créer une croyance chez lui. Et c'est pas une question de culpabiliser les parents, loin de là. C'est justement l'inverse, c'est le fait de déculpabiliser. C'est-à-dire que ça sert à rien de se flageller pour des choses qu'on a pu dire et tout. Là où on va reprendre son pouvoir, c'est en se disant, ok, bon là j'ai agi, là j'ai vraiment fait n'importe quoi, mais comment je peux réparer ça ou comment je peux faire autrement la prochaine fois. Ah. On a une petite. C'est la cohésion familiale. C'est la cohésion familiale. Il y en a un autre qui a envie de participer. Voilà. Alors, on ne le voit pas, on t'entend. Bonjour mon cœur. On t'entend, mais on ne te voit pas parce que l'image de maman est figée. Ah, je te laisse. Attends, voilà. Viens mon petit cœur. Bon, vous avez les choses en direct. Voilà. Voilà, ça, c'est quand on bosse à la maison et que. Tu peux enlever les écouteurs, mais je suis là pas. Voilà. Par contre, tu restes là? Oui, mais excusez-moi. Oui, les écouteurs, oui, mais je peux parler à papa. Alors, tu parleras à papa. Voilà, notre petit dernier qui intervient dans la cohésion familiale. Ça va mieux ton pied? D'accord, j'arrive. Dans ce qu'on disait précédemment, donc effectivement, c'est important de savoir se remettre en question et toujours analyser à froid. Voilà, on reste des humains. Ça peut un coup de sang, un coup d'énervement peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Le tout, c'est effectivement de pas être culpabilisant et de ne pas culpabiliser. Il faut savoir se remettre en question et voir comment, je ne vais pas dire rattraper le coup, mais comment rebondir sur ce dérapage, ce mot malheureux ou autre, et pour pouvoir grandir et éviter que ça se reproduise. Oui, c'est ça, parce qu'il faut rester conscient qu'on n'est que des humains et qu'on ne peut pas être à 100% toujours bienveillant et parfait avec son enfant. Tout simplement parce que la perfection, déjà, ça n'existe pas. Et il y a deux choses qui me paraissent hyper importantes. C'est ne pas laisser l'enfant avec ça poser des mots dessus, même quand on a eu une parole malheureuse ou qu'on a dit sous le coup d'énervement, ou j'avais eu aussi le cas d'une maman qui avait donné une petite tape à son enfant alors que ça arrivait jamais. Bon, il y a une différence entre lui en donner une dizaine par jour et une qui échappe en 6 mois de temps, quoi. Donc déjà, il y a aussi cette déculpabilisation. Non pas que je prône ça, bien au contraire, mais c'est aussi d'arriver à déculpabiliser parce qu'avec
avec ce concept de la bienveillance autour de l'éducation. D'ailleurs, pour ceux qui suivent la chronique de ma tribu relax le samedi matin à 11h, la semaine dernière, j'avais justement en interview une de nos intervenantes, Florence, qui en parlait bien. Il y a la théorie de la bienveillance en éducation et il y a la pratique. Et ça ne veut pas dire se déculpabiliser si on fait les choses mal en n'en ayant rien à foutre. Ça veut juste dire de ne pas se culpabiliser et de s'en rajouter une couche quand il y a quelque chose qui a dysfonctionné, mais plutôt aller chercher de l'aide. Et quand on est vraiment dépassé, ou même avant d'être dépassé, justement, avant d'être épuisé, parce que le burn-out parental, c'est de plus en plus courant, surtout depuis 1 an avec ces phases de confinement, ce stress avec le masque, enfin tout ça, c'est d'aller se faire accompagner parce qu'il y a des tonnes de professionnels qui sont là pour vous aider. Et ça me paraît vraiment important de poser des mots avec l'enfant, de s'excuser, parce qu'il n'y a pas de honte en tant que parent de s'excuser en disant bah là maman elle a réagi sur le coup de la colère et c'est tout le contraire de ce que je vous dis de faire. Voilà, il y a des mots qui ont dépassé ma pensée. Ben, déjà le fait de ça fait que l'enfant il reste pas avec ça en pensant que c'est de sa faute, quoi. Et la deuxième chose, c'est effectivement prendre soin de soi, je me suis emmêlée là. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Voilà, parce que c'est vital. Et c'est ce que je prône chez mes clientes et ceux qui me suivent le savent, c'est que prendre soin de ses émotions, c'est pas une fois par an pendant les vacances entre 2 cocktails. C'est tous les jours. C'est chaque jour parce que c'est vital au même titre que le sommeil ou l'alimentation. Et on a tendance à le faire passer après ou quand on a le temps ou quand on a des enfants, on a entendu il faut se sacrifier en tant que parent, c'est les enfants qui passent avant. Non, moi je vais vous dire non. C'est nous qui passons avant parce que si nous on est bien, les enfants seront bien. Si nous on n'est pas bien, il y a des grandes chances que les enfants ne soient pas bien. Parce que c'est des véritables éponges émotionnelles. Et que si on ne prend pas soin de nous-mêmes, il n'y a personne qui le fera à notre place. Donc tout ce qu'on va donner à nos enfants, c'est de la colère, de la frustration, de la fatigue, de l'énervement, de l'agacement, parce qu'on ne peut pas être disponible pour eux si à l'intérieur, on vit un yo-yo émotionnel, quoi. Alors, on en parlait avec Amélie juste avant, il y a plein de choses qu'il est possible de mettre en place. Donc, elle fait ce qu'elle appelle le Miracle Morning. Toi, je sais que tu as des routines aussi, j'en ai aussi. Des choses qui peuvent justement nous permettre de démarrer déjà la journée du bon pied, j'ai envie de dire, pour reposer nos émotions. Oui, alors les routines émotionnelles, c'est vraiment, pour moi, c'est la base parce que le corps a besoin de routines. Ça ne veut pas dire qu'on fait tous les jours les mêmes. On va tenir compte des besoins de son corps parce qu'on est cyclique. On ne peut pas avoir toujours les mêmes besoins au niveau de son corps. Mais par contre, effectivement, il y a des outils qui sont hyper intéressants, notamment la cohérence cardiaque parce que c'est de la respiration. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la respiration ventrale. On inspire en gonflant le ventre sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes et on le fait pendant 5 minutes. Et c'est recommandé de le faire 5 minutes 3 fois par jour, disons comme base minimum. Et surtout, quand on monte justement dans les émotions, comme la colère, qui est la seule émotion qui est progressive, donc on a moyen de la désamorcer avant que ça explose comme un volcan. La respiration, comme on l'a toujours avec nous, a priori, c'est l'outil le plus puissant pour faire redescendre les émotions et éviter justement de se mettre dans des colères noires, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un outil puissant parce que la respiration, c'est la base de la régulation émotionnelle et ça va vous permettre de reprendre votre calme plutôt que de surréagir face aux enfants. Bah, c'est des fois de s'isoler dans une pièce 5-10 minutes pour souffler, récupérer et dire aux enfants vous laissez 5 minutes à maman a besoin de se calmer là, ou à papa d'ailleurs, hein, c'est pas que les mamans. Et je reviens vers toi dans 5 minutes. Et on en parlait avec Florence dans l'interview aussi, parce que c'est possible à n'importe quel âge. Petit, il faut vous dire qu'ils vont s'adapter à tout. Moi, quand j'ai commencé toutes ces techniques-là, j'avais peur que je me disais, ouais, mais ils vont pas comprendre, à 2-3 ans, Maëva avait 2 ans à ce moment-là quand j'ai commencé.
Ça va être compliqué. Et en fait, ils s'adaptent, les enfants. Là, à l'âge qu'ils ont, bon, alors Maëva a maintenant presque 9 ans et Timaël en a 4. Mais même à 4 ans, il sait que quand j'ai fait mes routines émotionnelles, eh ben, c'est pas le moment de me déranger. Quand je fais des méditations, voilà, globalement, on va dire la majorité du temps, s'il me voit en méditation, il va rebrousser chemin, il va pas me déranger. Et c'est s'instaurer effectivement des moments pour soi. Donc idéalement, c'est de se lever même 10 minutes, un quart d'heure avant l'heure de réveil des enfants pour prendre un temps pour soi avant de commencer la journée. Ça fait commencer la journée de manière totalement différente que si on se lève, hop, on est tout de suite dans le speed, hop, il faut s'habiller, faut prendre le petit-déj, faut les emmener à l'école, faut partir au boulot. Et si on commence la journée comme ça, c'est clair qu'on va pas commencer la journée du bon pied. Donc c'est prendre un temps pour démarrer sa journée. Moi je dis toujours, on choisit sa journée comme on choisit ses vêtements. Donc ça peut arriver à tout le monde d'avoir mal dormi, de pas être bien le matin, mais si on traîne cette énergie, on va se traîner cette énergie pourrie toute la journée. Et on a les moyens de désamorcer ça dès le matin. Donc ça commence tout de suite le matin au réveil. Ou il y a d'autres routines qui peuvent être mises en place. Moi, j'utilise l'écriture, j'utilise la méditation, j'utilise la danse, puisque j'utilise beaucoup la danse intuitive dans mes accompagnements. Et la danse, c'est mettre 5 minutes, une danse enjouée le matin, quelque chose de joyeux, ça va déjà faire commencer la journée autrement qu'en commençant tout de suite dans le speed, quoi. Et tout ça, c'est des outils qui ne nécessitent pas de se lever 1 heure avant, donc c'est entièrement faisable, vous n'avez aucune excuse. Alors, tu disais, c'est commencer sa journée avec ça, c'est comme choisir ses vêtements. Il faut aussi savoir terminer sa journée. Pas se coucher sur des frustrations, sur des énervements, sur des... exact. Aussi prendre le même temps le soir avant de se coucher, tout en essayant de garder un rythme. Voilà, d'être cohérent aussi dans son rythme. Et c'est en étant cohérent dans ce rythme que votre esprit ira bien, que votre corps ira bien, et que du coup, il y aura cette harmonie autour de vous et dans votre famille. Ouais, c'est ça, c'est que tout est lié. Et effectivement, c'est important, surtout si, par exemple, il y a des tensions, des colères le soir. C'est déjà ne jamais se coucher en fait en colère contre ses enfants sans leur avoir parlé. Ne jamais les laisser en fait comme ça, quand bien même on respire, on évacue sa colère, mais on se couche pas comme ça en laissant les tensions planer. Parce que certes, eux auront oublié le lendemain et en général, ils se lèvent le matin, ils sont de nouveau de bonne humeur. Mais c'est ancré quelque part en eux. Et c'est aussi des croyances qui s'installent, du fait que si maman elle crie, c'est de ma faute, ou tout ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant. On n'a pas conscience de tout ce qui peut se dire selon l'âge de l'enfant. Et je trouve que c'est hyper important de ne pas se coucher en gardant des tensions. Aussi pour eux, parce qu'ils vont forcément mal dormir en se couchant là-dessus. Et pour nous, c'est d'autant plus important de faire une relaxation, une méditation avant de dormir, d'évacuer en écrivant, en déversant tout ce qu'on a besoin de déverser. De trouver différentes manières pour en tout cas évacuer ces émotions avant de dormir, parce que nous aussi, ça impacte forcément notre sommeil. Et que nous, en plus, on a tendance, on en oublie moins vite que les enfants, donc on a tendance à pouvoir être rancunier encore le lendemain matin. Et alors, on rentre dans un cercle vicieux où finalement les choses s'entassent mais ne se règlent jamais, et on va droit vers l'épuisement, quoi. Oui, alors il y a plein d'astuces pour ça aussi, parce que forcément les gens en nous écoutant pensent faire des méditations vraiment spécifiquement pour eux. Moi je sais qu'à mon niveau, fut un temps, quand vraiment j'avais une grosse colère avec Maëva, notamment quand elle était plus petite. Il y a une astuce que tu m'avais donnée qui était la méditation de la grenouille. C'est des petites méditations qu'on trouve sur YouTube ou sur les réseaux. Enfants, ouais. Et pour les enfants, des méditations spécifiques pour les enfants, mais que du coup, on peut faire avec eux. Et ça nous permet de
de partager un moment, j'ai envie de dire, privilégié avec eux malgré la colère précédente, et de faire retomber la pression ensemble, de faire ça ensemble pour repartir vraiment du bon pied. Ouais, c'est une super astuce parce qu'effectivement, de faire une activité ensemble quand il y a eu tension, ça va resserrer vraiment le lien familial et pour leur montrer que c'est pas parce qu'on est en colère contre eux qu'on les aime moins. Moi, je sais que même quand je m'énerve contre eux pour diverses raisons, je leur rappelle toujours, 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 et ça, c'est un truc que je leur rabâche depuis qu'ils sont petits, que même si maintenant j'ai une colère voilà, qui m'a dépassé un peu parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Eh ben, je les aime profondément. Pour vraiment qu'ils comprennent aussi que le comportement qu'on a avec eux, ou le fait qu'ils se mettent en colère, ou le fait que même qu'ils fassent une bêtise, ça n'altère en rien, enfin, l'amour n'est pas proportionnel à ça. L'amour, qu'on a envers eux, il est de toute façon illimité, peu importe ce qui se passe. C'est sûr qu'il y a des comportements qui vont pas nous faire plaisir, mais ça n'entame en rien l'amour qu'on a pour eux. Et ça, je pense que c'est hyper important de le préciser, parce que c'est peut-être, ça tombe peut-être sous le sens pour les parents qui nous écoutent, mais ça tombe pas forcément sous le sens des enfants quand ils ne l'entendent pas régulièrement. Et effectivement, faire une activité qui apaise, qui ramène le calme, et où on est avec son enfant, c'est important parce que du coup, ça resserre le lien et ça envoie le message inconscient justement à son enfant. Bah, maman, elle était en colère, mais elle continue de s'occuper de moi, elle m'aime. Enfin, voilà. Il y a ce cocon. Et ça, c'est hyper important parce que ça, c'est pour montrer que les émotions, c'est quelque chose de normal qu'il faut arrêter de diaboliser. Le fait d'être en colère, ça ne fait pas de nous une mauvaise personne. Le fait d'être en colère, c'est juste le besoin qu'un territoire a été piétiné, qu'une valeur n'a pas été entendue. Et donc, à partir du moment où on désamorce un peu cette charge qu'il y a sur ces émotions inconfortables, pour ceux qui me connaissent, je fais bien la différence entre émotions inconfortables qui ne sont pas des émotions négatives. Il n'y a pas d'émotions négatives. Les émotions, à la base, c'est neutre. C'est une information. Nous, on va avoir tendance à y mettre quelque chose de négatif parce qu'on n'aime pas ressentir la colère, la peur, la tristesse notamment. Mais c'est sûr que c'est pas, on peut pas dire ah, j'adore ressentir de la colère. C'est pas des émotions qui nous font kiffer. Mais ça transmet une information. Et je pense qu'il y a vraiment besoin, surtout au sein des relations familiales, de désamorcer toute la charge et toute l'ampleur que prend l'émotion de la colère. Et de dire on a le droit d'exprimer sa colère. D'ailleurs, à la maison, on a un très beau coussin de la colère avec une tête en rouge dessinée dessus par notre fille, qui permet d'aller décharger parce que l'émotion, elle a besoin de sortir du corps. Donc l'émotion, elle va être libérée complètement quand il y a du son et quand il y a du mouvement. Tant qu'il n'y a pas ça, elle va aller se refouler dans le corps. Et c'est ça qui cause des tensions physiques et à long terme des maladies. Et d'ailleurs, on le sent parce que quand on refoule de la colère, eh ben, souvent on va avoir mal au ventre, on va être coincé là au niveau du plexus, on peut avoir des tensions sur les épaules, enfin on est tendu de partout. Et l'idée, c'est d'aller justement dédiaboliser les émotions avec les enfants en leur montrant plusieurs techniques de libération qui fonctionnent très bien avec eux. Alors oui, c'est une astuce supplémentaire, hein, ce coussin de la colère qu'on utilise nous avec les enfants. Ce qui est très intéressant de voir à la longue, c'est que quand ils vont décharger, des fois souvent ils le prennent avec eux d'eux-mêmes. Ils vont dans leur chambre, ils vont taper dessus, ils vont crier, ils vont voilà, donc on n'est pas forcément dans la même pièce qu'eux, mais on entend la décharge. Et une fois qu'ils ont fini, qu'ils sont apaisés, qu'ils ont vraiment tout déchargé, ils vont dehors, ils vont sur la terrasse et ils le secouent pour mettre dehors toute cette négativité, toute cette frustration, toute cette colère qu'ils ont évacuée. C'est effectivement un truc que je leur ai montré parce qu'il ne faut pas que ça reste à l'intérieur. Comme je leur ai montré qu'on ne va pas déverser toute sa colère, par exemple, sur le coussin sur lequel on dort. Alors, c'est juste énergétique, mais c'est pour que dans leur tête aussi, ok,
tout ça, ça va dehors. C'est comme tu dis, en fait, se décharger de toute la frustration, de toutes ces émotions-là, mais ne pas les laisser s'imprégner dans le logement, quoi. Alors nous, on utilise le coussin de la colère, c'est notre astuce avec les enfants. Pour d'autres, ça va être un punching ball. Pour d'autres, ça va être crier dans un coussin. Ça va être, c'est voilà, chacun ses astuces, chacun son ce qui lui permet, ce qui lui parle en fait, ce qui lui permet de décharger. Oui, c'est ça. Et puis, il y a des tas de techniques. Il y a, par exemple, nous, on avait fabriqué comme une boule à neige, en fait, avec des paillettes dedans, en le secouant. Et quand les paillettes retombent, en fait, ça calme l'enfant. Enfin, on a des cartes émoticônes aussi, enfin, des cartes avec différentes astuces pour la colère ou savoir comment les exprimer. Enfin, voilà, on a toute une série de choses. Il existe des tas de techniques. Et c'est important, d'où l'importance de se faire accompagner, parce que tout ça, c'est des techniques où nous, on s'est formés, où on a été choper des astuces sur Internet, on a vraiment été creusé pour trouver en fait ces ressources-là, parce que des ressources, il y en a. Sauf que quand on n'a pas été élevé là-dedans, quand on connaît pas ces techniques, on peut pas les inventer. Mais sachez que voilà, il y a des tas de solutions et que l'avantage de se faire accompagner, c'est que vous gagnez du temps. Vous allez connecter à vos ressources qui, des fois, sont juste enfouies en dessous de couches de conditionnement. Et puis voilà, ça vous permet en fait d'aller mieux, plus vite, quoi. On gagne du temps. Alors, je vois que Nicolas est tout à fait en accord avec toi, avec ce que tu dis. Hein. C'est notre supporter bonsoir, numéro Nicolas. 1. Voilà, notre supporter number one, donc qui était Nicolas Rambou, qui était l'un de nos premiers intervenants cette semaine sur le thème du sport, et qui est, ce qui est un petit peu particulier aussi, c'est que c'est quelqu'un qui t'accompagne aussi, toi, Elodie, pour ton développement. En ce qui concerne donc toutes ces techniques, si tu avais un conseil à donner justement au papa ou aux mamans qui nous regardent et qui se sentiraient un petit peu débordés par les problèmes liés au confinement, par les problèmes liés au quotidien en fait, quel serait-il? Mon conseil numéro 1, c'est d'aller sur la plateforme de Ma Tribu Relax, parce qu'on a toutes les ressources à disposition. Ça va être le quart d'heure. Évidemment, mon plus grand conseil, c'est surtout ne restez pas dans votre coin avec vos problèmes, parce qu'il y a des tas de ressources qui existent et que vous allez toujours trouver celle qui vous correspond le mieux ou le praticien qui vous correspond le mieux, parce qu'au-delà de la technique, c'est plus un aspect de connexion émotionnelle avec tel praticien. Qui va faire que c'est un processus qui va nous aider à aller mieux. C'est pas tellement la technique qui compte, c'est plus le praticien qui est derrière. Oui, la technique ne compte pas. Après, c'est vraiment la sensibilité de chacun par rapport aux approches. Je veux pour exemple les différents intervenants justement que tu as sur Ma Tribu Relax. Vous avez quelle prestation actuellement, quelle technique de proposer? Alors actuellement, on a de la nutrition, on a de l'hypnose, on a de l'art-thérapie, on a de l'énergétique, on a de l'EFT, on a du yoga du rire, on a de la sophrologie. Qui c'est que j'oublie? On a une psychothérapeute aussi qui est spécialisée justement pour l'accompagnement à la famille, qui a différentes cordes à son arc, donc c'est pas une approche classique, et qui est spécialisée notamment pour les enfants au potentiel, TDAH, 10, ce genre de problématiques-là. Voilà, je crois que j'ai oublié personne, je pense. Mais voilà. Et puis on a d'autres praticiens là qui sont en cours d'intégration. Donc des pratiques, il y en a plein. Et au-delà de la sensibilité dont tu parlais,
c'est aussi, je pense, la connexion émotionnelle qu'on va avoir avec tel praticien qui va nous inspirer confiance. C'est le fait de discuter avec tel praticien, de voir comment il fait, comment il procède, par quoi il est passé, parce qu'il y a besoin de cette confiance mutuelle pour pouvoir avancer ensemble. Parce qu'on avance vraiment côte à côte, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, quoi. Ouais, ça me fait penser à un petit peu, ouais, comme tu parlais d'accroche émotionnelle, c'est aussi la façon dont on va aborder justement, dont on va être abordé plus exactement par le praticien ou comment on va l'aborder aussi, pas se sentir pas se sentir happé ou un peu en mode commercial vampire. Ouais. Il faut vraiment chercher la personne avec qui on aura cette connexion particulière, j'ai envie de dire cette étincelle qui fera cette accroche. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est finalement, c'est ça qui instaure la relation de confiance. Et ça, c'est quelque chose à cultiver en fait de la part du praticien qui, en tant que thérapeute, coach, accompagnant, doit lui-même en fait être accompagné. En tout cas, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire que nous, en tant accompagnant de bien-être, à destination thérapeutique ou non, on a cette responsabilité d'être nous-mêmes au clair avec nos émotions, de ne pas faire de transfert en fait sur les personnes qu'on accompagne. Et c'est d'ailleurs, tu mentionnais Nicolas, mais c'est pas la seule personne qui m'accompagne en ce moment. Et c'est important, je trouve, d'être toujours au carré avec ça pour pas faire des transferts de notre vécu sur le vécu de la personne et de pouvoir l'accompagner de la manière la plus juste possible. Oui, puis ça me permet de rebondir aussi sur ce qu'on disait plus tôt, voilà, où la transposition que j'avais fait par rapport au business et à l'éducation des enfants, c'est qu'on ne peut pas emmener des gens plus loin que là où on est soi-même. Donc le fait d'être suivi, d'être accompagné tout au long de son développement personnel nous permet de grandir et nous permet de faire grandir les personnes qu'on accompagne avec nous. Oui, c'est ça, c'est Au même exactement titre ça. que voilà, au même titre que nous, en travaillant sur nous au niveau émotionnel, on arrive à faire évoluer nos enfants sur leur conscience émotionnelle, sur leur intelligence émotionnelle. C'est tout à fait le cas avec nos clients, avec les gens qu'on va accompagner dans nos domaines respectifs. Toi, avec l'accompagnement des entrepreneurs, moi, avec l'accompagnement des équipes, on se fait accompagner pour être plus performant et pour pouvoir emmener nos clients beaucoup plus loin. Oui, c'est ça. Sinon, on aurait une sorte de plafond de verre et puis on ne pourrait pas emmener plus que là. Parce que faut toujours avoir conscience qu'on est des êtres d'évolution. On est fait pour grandir. On n'est pas fait pour stagner, être toujours au même endroit, ne pas évoluer sur notre façon de penser, sur notre façon de percevoir la vie. On est fait pour évoluer. Donc, par conséquent, on a besoin de se développer et de grandir tout simplement. Oui, mon chéri. Tu peux dire bonjour à papa, s'il te plaît. Dans les écouteurs. Non, je suis occupée là, mon cœur. S'il J'arrive. te plaît. Donc, On a des petites interactions. Voilà, les interactions avec les enfants, c'est ça qui nous fait vibrer aussi. Alors, pour ceux qui nous suivent, on peut avoir l'impression qu'on a un petit peu dévié du sujet, mais en fait, pas tant que ça, parce que tout ce qu'on explique là interagit complètement avec notre sujet. Quand on parle du développement de notre business, quand on parle des accompagnements, tout ça, ça a une finalité commune, c'est de grandir. Et en grandissant soi-même, ça nous permet d'être plus à l'écoute de nos enfants, plus à l'écoute de notre famille et justement de maintenir cette cohésion vers notre cœur. Ah, petit chagrin. Ouais, ça arrive. là, ça commence à faire long là. Là, ça, voilà. On commence à arriver à l'heure fatidique. Voilà, on va clôturer rapidement parce que je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait aborder, de tout ce qu'on voulait vous exposer.
Maman, Si tu avais voilà, le mot de la fin il voulait me pour nos dire auditeurs. non, mais j'ai renversé de plein d'eau dans la table. C'est pas grave, mon cœur, je vais nettoyer après. Petit Désolée. C'est pas grave. Alors, Je le sais mot pas de la si tu m'as fin. entendu. Ouais, Voilà. le mot de la fin, ce que j'ai envie de dire, c'est partager mon mantra. Mon mantra, c'est Carpe diem. Ça veut dire cueille le jour présent, profite du moment présent, et ça rejoint la notion de plaisir sur laquelle avait fini Amélie tout à l'heure. C'est effectivement à partir du moment où on y met du plaisir. La vie, c'est un jeu, c'est un plaisir avant tout. C'est pas que source de frustration, de lourdeur, non. C'est pas comme ça que nous on voit la vie, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on part à l'aventure, qu'on veut explorer d'autres horizons et tout, parce que voilà, parce que la vie, on a besoin en fait de... Alors j'essaie de maintenir le fil de ma pensée, mais c'est en train de dégénérer entre nos enfants. Voilà. Oui, c'est vraiment de profiter du jour présent. Parce qu'au final, on ne sait pas combien de temps on sera sur Terre, on ne sait pas combien de temps on sera en bonne santé et tout. On fait tout pour maintenir, nous, notre bonne santé. Mais voilà, on a besoin, comment dire, au-delà d'un besoin, c'est il faut que la vie reste un jeu. Et quand ça ne l'est plus, c'est là où c'est nécessaire de se faire accompagner pour simplement s'alléger la vie, en fait. Je crois que je vais conclure là-dessus. Ouais, j'allais te demander tes actualités. Je vais les annoncer en fait. Ma tribu relax. Vous pouvez retrouver tous les liens sur la page Facebook d'Elodie, sur notre page Self Care Success et sur la page dédiée Ma tribu relax. Voilà. Oui, et d'ailleurs on a une journée porte ouverte le samedi 27 mars. De 9h à 18h, donc vous pouvez venir assister justement, nos intervenants font des conférences et des ateliers, donc c'est gratuit, c'est en ligne, et vous avez toute la liste en fait sur la page de Ma Tribu Relax, et que vous pouvez retrouver aussi sur le groupe Facebook Ma Tribu Relax. Ça permet de venir tester en fait nos différents intervenants, de voir peut-être des choses qui vous parlent, d'autres choses qui vous parlent moins. Il y a des tas de thématiques qu'elles vont aborder, et voilà, ça permet d'avoir une vue d'ensemble, et puis de pouvoir peut-être avoir des prises de conscience ou trouver des solutions. Et tu as également la chronique Ma Tribu Relax que tu tiens toutes les semaines. Oui. Tu as chaque semaine un intervenant différent, et justement le 24 mars, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vas recevoir Amélie, que nous avons eu le plaisir d'avoir juste avant. Oui, c'est ça. Alors, c'est un mercredi 24 mars à 15h heure française. Je serai en direct effectivement avec Amélie, et donc demain, vous allez me retrouver avec Virginie de l'association Typique Atypique pour une interview aussi. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie pour ta participation à cette semaine de la cohésion. Je te laisse gérer les bouclous, parce que je crois que voilà, là, c'est l'heure fatidique, c'est l'heure du casse-croûte. Donc c'est l'heure où voilà, faut les nourrir si on veut pas se faire manger le poignet. Blague à part. Je te remercie encore infiniment d'avoir participé, comme l'ensemble de nos intervenants. Je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée, un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre événement qui est en préparation. Je vous en dirai un petit peu plus sur les réseaux bientôt. En ce qui concerne la foire aux questions qui était prévue demain, je vous laisse encore jusqu'à ce soir du coup pour me répondre sur les réseaux, me dire si vous pensez que c'est judicieux, si vous avez vraiment envie d'avoir ce live d'1 heure pour répondre à vos questions. Et je vous laisse donc du coup jusqu'à ce soir pour m'envoyer vos questions. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Michael Jacques, co-dirigeant de la société Self Care Success, spécialiste du management de crise et de la cohésion des équipes. À très bientôt.